Salut gang, merci d'être là pour mon podcast. Cette semaine, on reçoit le rappeur Ogden, mieux connu sous le nom de Robert Nelson, du groupe À la Claire Ensemble. Un gars qui m'a été suggéré beaucoup par des gens. Souvent, vous me demandez des invités. Des fois, je vous écoute, d'autres fois, je vous écoute pas. C'est juste que moi, j'ai comme aussi c'est par intérêt que je fais ce podcast-là. J'ai une liste de gens qui m'intéressent, que je veux inviter, à qui je veux parler. Mais Ogden, c'est quelqu'un que je connaissais puis que je trouve super intéressant. Fait que j'avais envie de l'inviter. Et on a parlé, évidemment, on parle de rap, mais on a aussi parlé de trucs que je m'attendais pas à ce qu'on parle. On parle beaucoup de langue, de nationalisme, sa vision du souverainisme indépendantiste est quand même assez particulière, assez unique et très sensée, finalement. Fait que on va parler de ça dans le podcast. Et je veux plugger aussi, lui aussi, un podcast. On n'en a pas parlé pendant l'épisode, mais il y a un podcast qui s'appelle La Voix du Bas. Allez écouter ça. Ogden qui a parti son podcast qui invite toutes sortes de gens. Donc, on s'en va écouter ça. Avant d'aller écouter, évidemment, je plug mon Patreon, je plug ma tournée en ce moment du cœur au ventre. Et également, je plug de quoi qui est très important. On a commencé à faire un espèce de petit épisode uniquement sur Patreon. Comedy Geeks, on fait ça avec Simon Gouache, Simon Cohen, où on fait des reviews. Si des fois, là, vous êtes sur Netflix, vous savez pas trop quoi écouter, c'est un espèce de guide, finalement, une critique de toutes les specials humoristiques qu'il y a eu dans les derniers mois. Et on fait également toujours un special classique, là, un special légendaire, on critique ça. Donc, allez écouter ça, mais pour écouter ça, il faut absolument s'abonner sur le Patreon. Sur le Patreon à 4$. Donc, quand vous avez ça, vous avez accès au Comedy Geek, vous avez accès à tous mes podcasts avant tout le monde. Donc, allez vous inscrire sur le Patreon. En attendant, on s'en va écouter Ogden. Let's go! Bienvenue à mon podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation, mon gars. Merci à toi de m'avoir invité. J'ai pas tout ton nom de famille. Rijanovic, c'est ça? Exactement. Ok, je l'ai eu. Good. First try, first success. Non, je voulais pas le fucker. Mais je veux dire, j'ai de l'expérience aussi de faire fucker son nom de famille. Wagner m'a dit que je l'ai vu de toutes les manières. Oui, j'imagine. C'est quoi le plus récurrent que tu as vu? Souvent c'est Wagner, là, Wagner comme les Américains disent Wagner, là, c'est correct, là, mais écoute, il y a eu Warner. Ou en tout cas, de toutes sortes de manières. Quand j'étais jeune, là, j'étais bien complexé sur mon nom. Je sais pas pour toi, là, comme. Moi, c'est plus comme. À chaque fois, fallait que tu le dises, j'imagine. Oui, parce que les profs, ils osaient comme même pas le prononcer. Fait comme quand ils faisaient les présences, j'attendais le moment où le prof hésitait, puis là, je faisais juste lever ma main. C'est comme je savais que c'était moi. C'est comme un peu. Quand il y avait des sourcils. C'est ça que je voyais sa face, oh shit, là, je fais oh ouais, c'est moi. Mais ça c'est polonais, c'est ça? Bosniaque. Ah, bosniaque, ok, excuse. Ok, mais toi t'es né au Québec? Je suis né à Québec. T'es de Québec, ok. Québec en 88. Puis mes parents sont arrivés aux États-Unis de l'ex-Yougoslavie, de la Bosnie en fait, dans les années 70, puis ils sont ramassés après leurs études au Québec. À cause de la guerre ou juste... Non, ça, ils ont quitté pour les études en fait. Puis c'est vraiment le travail, les études qui les ont amenés aux States puis au Québec. Fait qu'ils étaient comme parmi les premiers Bosniaques à Québec, à cause issus de l'immigration et non de réfugiés de guerre en fait. Puis où à Québec Sainte-Foy. Sainte-Foy, ok. Sainte-Foy. Saint-Benoît. Sainte-Foy, coin Bourges ou... Pointe-Sainte-Foy. Comme... Pour ceux qui peut-être sont familiers avec la ville, c'est comme l'ouest de Sainte-Foy, proche de Cap-Rouge, si on veut. Ouais, ok, je vois. Ouais, dans ce genre de hood-là. Y a-tu beaucoup d'immigrants, entre guillemets, dans ce coin-là? T'étais-tu un des seuls? Non, en fait, il y avait... Moi, j'ai grandi dans mon quartier, quand même, avec beaucoup d'amis, de parents immigrants. Je t'avouerais que pour une banlieue de Québec, mettons, si tu connais pas, tu entends un peu le vibe, tu peux penser que c'est très, très ou 100% homogène, mais en fait, moi, c'est ça. Moi, mon enfance s'est passée, en fait, pas mal half and half. Là, j'avais plein d'amis québécois, si on veut, mais aussi plein d'amis que c'est ça. Fait que ça n'a pas teinté ton enfance, tu te sentais pas complexé par rapport à ça, tu n'as pas eu de problème par rapport à ça, du fait que...
Mais je pense que c'est une combinaison de facteurs qui fait que dans mon cas, admettons, il y a plusieurs choses qui auraient pu être plus difficiles, entre guillemets, que j'ai vues chez certaines autres personnes qui sont des enfants d'immigrants, par exemple. Mais tu sais, je suis blanc, j'ai pas d'accent quand je parle, tu sais. Ouais, non, moi, j'avoue que c'est différent. Avant de dire mon nom, tu sais, la personne peut pas nécessairement savoir que je provins de l'immigration, tu sais. Fait que c'est sûr que je t'avouerais que je dois être dans la catégorie des gens qui ont le moins de chances de se le faire. C'est comme à la limite, tu peux te faire un petit peu écœurer sur ton nom, puis c'est pas mal ça, là, tu sais. Exact, mais en même temps, par contre, ça m'a ouvert une sensibilité à ces questions-là. Okay, cool. Puis ça m'a permis aussi de peut-être mieux voir quand d'autres que moi, par exemple, se faisaient catégoriser pour X, Y, Z. Ouais, parce que moi, je viens de Québec, puis on se le dit, c'est quand même assez homogène. Là. C'est une ville, c'est très blanc, francophone. C'est ça, c'est très homogène. Fait que... Ok, cool, mais je savais pas que tu venais de Québec. En fait, je me demandais justement là, comment ça tu connaissais autant. Tu sais, à la classe, c'est beaucoup de gens de Québec là, quand même. Là, à part Maybe Watts, on est tous de Québec, exact. Ok, fait que c'est ça le lien. Je pensais que toi aussi, en fait, t'avais grandi à Montréal. Non, c'est vrai, moi j'ai habité à Montréal des années, en fait, quasiment toute ma vingtaine, mais Québec all the way, de 0 à 20 ans, à part un an aux States quand j'étais jeune. Puis voilà. Où aux States? Minneapolis. Exactement. Ok. Twin City, ouais. C'était pourquoi que tes parents sont allés là juste... Mon père est prof à l'université, là il est maintenant à la retraite, mais fait que c'était son année sabbatique. Puis c'était une des villes où il avait étudié, fait que lui il avait fait son doctorat à Minneapolis. Fait que comme des années plus tard, ayant accès à une année sabbatique, ils ont décidé de retourner là-bas. Ok. Puis comment t'as trouvé ça, Minneapolis? Tu t'en rappelles-tu, t'avais quel âge? J'avais 7 ans, comme j'avais fini ma première année du primaire, puis j'allais là-bas faire ma deuxième. Puis c'est fou comment c'est assez clair dans ma tête les souvenirs. Le souvenir de comme un peu avoir vraiment... être vraiment déçu de devoir quitter mon ben tu sais j'avais comme tu sais t'as 6 ans tu sais t'as des amis, t'as comme un peu t'as ton petit lifestyle de gars de 6 ans, tu sais, puis là tes parents t'expliquent que genre tu t'en vas loin puis tu pourras plus être dans ce petit cypher là. Mais fait qu'au début je capotais un petit peu, mais ça s'est tellement bien passé parce que j'ai comme appris l'anglais comme en 3 semaines. Anglais, français et bosniaque, bosniaque, ma langue maternelle, français, évidemment. Tu le parles bien quand même. Ouais, avec mes parents, souvent c'était un mix. Parce que à la maison, ça parlait bosniaque exclusivement, pour l'apprendre? Comme la dynamique qui a eu lieu, c'est que à la maison, j'ai un frère, en fait, un frère plus vieux. Fait que nos parents nous ont toujours pas mal parlé en bosniaque et en anglais. Okay. Puis quand ils sont arrivés au Québec, évidemment, eux parlaient pas le français. Fait que c'était... Tu peux pas juste du jour au lendemain commencer à nous parler en français. Fait qu'il y a comme eu un petit vibe où clairement c'est progressivement eux-mêmes en l'apprenant, mais aussi le fait que mon frère, quand lui a commencé l'école, puis il a commencé vraiment à apprendre le français très vite, lui, moi j'étais pas encore à l'école, fait que lui il a comme un peu aussi été mon prof de français, mais à une époque où j'ai aucun souvenir de ça. J'ai aucun souvenir de ne pas parler ou comprendre le français. Mais fut une époque où techniquement je le parlais pas. Mais c'est fucké quand même de parler une langue que... c'est comme ultimement, là, concrètement, c'est pas comme si ça te servait tant à quelque chose. Je veux dire, c'est culturel, c'est le lien avec ta famille, puis tout ça, mais je veux dire, tu t'en sers pas dans la vie de tous les jours. Tu devais être un des rares enfants à posséder une langue que finalement, tu n'as pas tant besoin. Je sais pas comment on se sent en tant qu'enfant quand on possède une langue. Je veux dire, à un moment donné, quand tu caches que cette langue-là, tu peux pas la parler qu'avec tes amis, là, finalement. Mais c'est oui, effectivement, mais c'est comme... ça t'ouvre unique aussi. Ça t'ouvre l'idée sur le fait que... sur la notion de... comme traduction. En fait, t'es un peu tout le temps en train de je pense que quelqu'un qui provient d'une famille où il y a plusieurs comme contextes linguistiques, t'es obligé un peu de te poser consciemment ou inconsciemment des questions comme quand est-ce que c'est le temps de parler une langue ou l'autre, des affaires comme ça qui peuvent sembler anodines, mais veut pas, ça rythme beaucoup, puis ça structure même mentalement, parce que moi il y a certaines choses que je vais parler avec mes parents en bosniaque, certaines choses que je vais parler avec eux en français, puis certaines choses que je vais parler avec eux en anglais. Joke, c'est vraiment, j'ai une relation trilingue avec mes parents. C'est une grande richesse quand même, là, puis ça on le réalise pas nécessairement, puis je veux dire, moi je parle juste anglais-français, là, mais c'est comme avoir une troisième langue, quatrième langue, tout ça, tu comprends un petit peu plus. En fait, c'est différentes visions du monde, là, quelque part. J'ai lu une étude récemment qui disait que comme il y avait certains stéréotypes sexistes là, dans les langues quand même. Là, il y a quand même ça, puis je me rappelle pas c'était quelle langue, c'est-tu l'espagnol ou peut-être l'allemand.
En tout cas, juste la manière de décrire un pont, là, tu sais. Si c'est féminin, les gens sont comme, ah, tu sais, un pont, c'est longiligne, c'est gracieux, c'est ci, c'est ça. Tu sais, je veux dire, les adjectifs viennent que le pont devienne féminin, entre guillemets. Puis quand c'est masculin, c'est un pont, c'est dans la culture, c'est fort, c'est robuste, puis tout ça. Fait que, c'est ça teinte notre vision du monde, la langue, sans s'en rendre compte. Fait que quand t'en as plusieurs, c'est que j'imagine que tu peux faire plus de comparaisons, faire des liens, comprendre, avoir une vision du monde beaucoup plus riche, j'imagine. Ben, je le pense effectivement, puis je pense qu'aussi tu fais inconsciemment cet effort-là mental, des fois, quand plusieurs langues habitent ton cerveau, tu fais un peu comme... tu joues au jeu un peu de trouver des équivalents ou des traductions, des trucs comme ça. Puis mine de rien, c'est un exercice comme mental qui est quand même stimulant. T'sais. Puis je pense que, tu sais, j'ai appris l'espagnol aussi plus tard. Fait que je parle 4 langues, mais cool. Quand je me mets dans la peau de quelqu'un, mettons, qui en parle, mettons, une quinzaine, là, comme des polyglottes là, avancés, là, j'ai comme l'impression que ces gens-là doivent avoir une compréhension du monde qui est très difficilement accessible pour nous, parce que imagine que peu importe où tu vas dans le monde, tu comprends ce que le monde dit. Là, grosso modo, mettons, là, ça doit être vraiment une expérience où, tu sais, que dans ta tête, comme, tu sais, your outlook on life, là, tu sais, doit être complètement différent. Tu dis, ben, peu importe où je vais, je risque d'être capable de parler puis comprendre ce que le monde dit. C'est sûr que si tu parles, mettons, 15 langues, t'es un humaniste, là. On s'entend, t'es probablement pas un fasciste. Non, mais t'es comme dans 0.1% ben, il y a probablement même pas 0.1% des gens qui parlent autant de langues. Mais l'idée que j'avais à un moment donné, tu sais, j'avais comme vraiment, je me disais, être polyglotte, c'est comme peut-être que dans le fond, ça te rend peut-être soit vraiment plus intelligent ou peut-être ça te rend fou un petit peu aussi. Peut-être parce que t'es comme constamment en train de comme. Tu sais plus quand. T'as plus une façon de penser, t'en as tellement, puis là tu vois la relativité s'impose tellement que là tu crois plus en rien, puis toutes les langues sont. C'est comme si t'avais un capteur de toutes les cultures, puis tout se mêlait à l'intérieur. Peut-être, j'imagine, mais en tout cas, moi ça m'impressionne, je trouve ça une grande richesse, puis je suis pourri que les langues, fait que je trouve ça. Genre, j'admire ça beaucoup, je trouve ça impressionnant quand même. Là, alors, des gens qui sont capables. Pas pourri avec les langues. Je suis pourri avec les langues. C'est ta matière première, tu sais, c'est comme. Ben, oui et non, je veux dire, je suis capable de communiquer avec les gens, puis je me sers de des outils que j'ai, tu sais, mais honnêtement, tu sais, je veux dire, il y a des trucs sur lesquels j'ai des talents, d'autres sur lesquels j'en ai pas, et ça, c'est assez fascinant, mon gars, à quel point je suis pourri, tu sais, je veux dire. J'ai eu des blondes qui parlaient plusieurs langues puis qui essayaient de m'enseigner des trucs quand on voyageait puis tout ça, mais c'était impressionnant à quel point ça rentrait pas, tu sais, ça rentre pendant 2 secondes. Je suis pas une éponge là pour ça. Tu sais, il y en a qui ont un talent naturel. Moi, j'ai pas ce talent-là, puis faudrait que je travaille fort pour l'acquérir, mais fait que ça, je trouve ça vraiment impressionnant, les gens qui sont capables. Mais j'imagine que toi... parce que c'est vraiment que j'ai appris les 3 langues dans les 6 premières années de ma vie, fait que c'est comme... Le mérite là-dessus est pas très grand dans la mesure où genre... Puis même la 4e, je pense qu'une fois que t'en parles 3, la 4e est vraiment plus facile, parce que mettons, j'avais quelque chose que j'avais spoté. Tu sais, moi, j'ai appris l'espagnol dans les cours à l'école, tu sais, c'est vraiment ça le vibe, puis c'est spécifiquement au cégep quand j'ai eu comme 2 années là, vraiment plus intensives. Mais j'ai remarqué que j'avais plus de facilité, je pense, à même faire des sons. Parce que quand tu combines 3 langues, il y a plus une variété de sons que les muscles de ta bouche sont habitués de faire. Puis, mettons, émuler un accent d'une nouvelle langue, j'avais l'impression que je ferais ça plus facile que des personnes qui parlaient juste une langue. T'sais. Fait que, je pense que, tu sais, moi, personnellement, c'est comme. Je suis quand même quelqu'un de réservé dans la vie, assez timide, puis ça, puis c'est comme ça prend. Faut être gothique quand même, là, comme vouloir parler une autre langue, faut que tu veuilles te planter souvent, te faire reprendre, tu tout croches, à un moment donné, tu l'as, puis c'est là que tu crées un lien, mais moi, je suis comme tellement. Quoi. Mais c'est quoi, j'ai pensé aussi, j'ai un petit aspect, genre, colonisé probablement, de. Puis ça, je trouve qu'on a beaucoup ça, les Québécois, que mettons qu'on parle en anglais, on veut parler un anglais impeccable, parfait, là, on veut pas qu'il y ait un accent québécois parce que sinon on a honte, là. C'est comme, on a ça, mettons, on va en France, on cache notre accent québécois, on veut parler un beau français parfait, on est toujours en train de cacher, on veut se fondre dans l'autre et non peut-être apporter qui on est à l'autre, là. Je pense que j'ai ça en moi aussi, à quelque part, ce qui est un peu triste, là. Ben, le complexe linguistique au Québec, je pense que c'est une réalité, genre historique, qui aurait été tough que ça arrive pas, comme un peu quand tu penses à ça, tu dis, une colonie française, entre guillemets, qui est abandonnée, qui vire aux mains des Anglais, c'est comme un peu, il y a du love-hate et par rapport à l'anglais et par rapport au français, au final, c'est un peu ça. Mais on pourrait avoir une espèce d'attitude, genre baveuse, fierté, comme fuck you, on a un accent parce que nous, on est fait fort, puis on a gardé notre langue. Puis... Ça serait une mentalité à se souhaiter, à se souhaiter développer. Moi, mettons, un truc que j'ai toujours trouvé un peu débile, c'est
l'espèce d'accent international, tu sais, comme, mettons, tu sais, chaque langue a différents registres, puis dans toutes les langues, c'est normal que, mettons, dans un certain contexte, tu parles plus registre populaire, avec tes chums, etc., puis là, à un moment donné, ben, je sais pas, man, tu parles avec un prof, ou je sais pas trop qui, une personne âgée, puis là, tu changes ton registre de langage, mais c'est comme si au Québec, en plus de ça, il y a la notion qu'il y a un autre registre, où là, t'es même plus dans aucune de ces affaires-là, là, faut que tu changes littéralement ton accent. C'est comme fucked up. Le robot français. C'est le robot français, tu sais, puis tu t'ouvres Radio-Can, puis beaucoup de gens à Radio-Can s'expriment comme ça, tu sais. Puis moi, je me suis posé la question. Mais ça vient d'où, ça? Ben, je pense que c'est l'école classique, tu sais, à une certaine époque où les gens qui étaient formés comme un peu dans l'élite culturelle canadienne-française avaient comme probablement des écoles classique, le classiciste mais c'est comme à aussi. l'époque, je sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque, genre le français international Radio-Canadien, ils roulaient leur R, là. Bienvenue à Radio-Canada. Il y avait ça, c'était ça avant, le français super acceptable. Qui est là en train de décider, à partir de là, maintenant, on roule plus les R, guys. C'est comme ça, c'est plus chill, là, tu sais. Mais moi, je trouve ça capoté, tu sais. Puis ça, c'est un genre de débat de société que je trouve, que j'ai pas full entendu, tu sais, parmi ceux qu'on a sur le langage, tu sais. Donc, récemment, il y a le franglais, etc. Mais le français international, c'est un débat qui aurait eu lieu d'avoir, je trouve, au Québec, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ont des arguments que moi je connais pas, mais ça me semble un des trucs les plus, comme le truc le plus flagrant d'une société complexée linguistiquement, c'est d'avoir un accent qui a pour but de dire, on est aussi capable de pas parler comme on parle normalement, tu sais, genre, en passant, là, c'est comme, c'est quoi le but à part ça? Il y a quelque chose d'assez méprisant envers qui on est, les Québécois, là-dedans, là, comme quand on te demande justement, mais en fait, on se le fait même pas demander, je pense que c'est volontaire, nous-mêmes, on a honte, puis comme, OK, non, je vais tone down mon c'est comme Québec. si ça se rend compte, tu sais, t'as comme des institutions probablement qui ont appliqué des réels mécanismes, tu sais, pour filtrer le monde selon leur façon de parler, puis après ça, ça devient comme un espèce de truc que le monde s'impose eux-mêmes. Là, c'est comme mais surtout, je veux dire, on peut en parler parce que vous avez été en France à la Claire, puis vous avez une petite percée là-bas, puis ça va bien quand même, mais est-ce que vous changez votre accent quand vous faites des entrevues? J'imagine que non, là, vu qu'on en parle, là, mais il y a ça, man, ça me fait capoter. Moi, je vois des gens que je connais des fois, là, qui vont là-bas, puis là, tout d'un coup, ils ont un petit accent où ils essaient d'être le plus clean possible. Puis j'ai eu des débats avec des personnes qui ont été, puis ils étaient comme, ouais, non, tu sais, les Français, faut faire ça parce que sinon ils nous comprennent pas, puis c'est plus simple, tu sais, de changer, parce que sinon faut que tu t'ostines avec eux autres, puis c'est comme, mais ostine-toi, je veux dire, comme impose ta culture, comme sois fier de ça, là, tu sais, t'es pas obligé. En fait, c'est aussi comme c'est un lieu de rencontre, tu sais, c'est ça, c'est un échange culturel. S'ils l'acceptent pas, l'échange culturel, qu'ils mangent de la merde à quelque part, là, tu sais, c'est comme fucked up de qu'est-ce que tu leur apportes dans le fond, c'est toi qui veux te fondre à eux. Ben c'est ça, c'est comme un peu, on dirait que ça devient à quelque part plus mercantile dans ce temps-là, dans la mesure où, genre, en effet, peut-être que dans certains cas, ça peut huiler le mécanisme, puis rendre ça plus accessible, tu sais, mais tu sais, dans le... Admettons, tu te mets dans la peau de quelqu'un qui est en France, admettons, puis que tu t'intéresses à la culture québécoise, t'as probablement envie qu'on te donne la vraie patente, puis qu'on te donne pas un truc dilué. Là, je veux dire, tu peux être conscient d'un écart culturel, mais il peut pas être aussi grand que, admettons, la Chine et la France. T'as pas besoin d'une traduction en profondeur. Là, tu vas être correct, là, tu vas comprendre. Là, mais j'imagine que vous autres, le succès, ça a été aussi un peu ça. Là. J'imagine que les Français, ils trippent d'entendre un mélange d'anglais, français, québécois, tout ça mélangé, ils comprennent pas tout, ils trouvent ça sonne bien quand même, c'est ça nice, je pense vraiment que c'est ça, tu sais, c'est que à un moment donné, quand tu catches que la plupart des gens au Québec eux-mêmes peuvent pas rapidement tout comprendre non plus, tu sais, genre, tu sais, il y a aussi le débit des paroles, tu sais, les slangs. Hey, man, moi j'apprends des années plus tard des fois qu'est-ce que des boys du band voulaient dire dans tel ton, tu sais, c'est comme, c'est ça que tu dis, man, tu sais, je le savais même pas. Fait que comme quand tu fais un peu ce jeu-là du téléphone, tu sais, comme, mais c'est sûr que du monde en France des fois ont écouté ça en ne comprenant absolument rien ou presque, tu sais, mais veut pas. S'il s'y intéresse plus, c'est là que le fait que tu te mets à lire les paroles, ben, tu vas faire oh shit, c'est la même langue. Là, déjà, là, tu comprends que tu peux vraiment améliorer ta compréhension le moindrement. Tu digues un peu plus. Tu sais. Mais on n'a pas changé nos trucs. Puis je te dirais que peut-être que c'est aussi qu'on profite là-dessus de la culture hip-hop. Parce que, genre, tu sais, les notions d'authenticité, les notions de pas flip le script, etc. Ben, tu sais, c'est que tu vas te faire call-out aussi là-dessus un peu. Là, comme qu'est-ce que tu fais là, à switcher ton accent, etc. Même à l'époque, à la fin des années 90, il y avait un peu... Oui, la constellation, c'est ça. Il y avait des... Ça s'est fait se rabrouer assez rapidement. Il y avait des beefs, un peu par rapport à ça. Fait
Mais je me dis peut-être que dans d'autres médiums, la tentation peut être peut-être un peu plus grande le faire. Je comprends la tentation, mais en même temps, je pense qu'il y a aussi l'excuse de ah non, c'est pour les Français parce que ils comprennent pas, puis ça serait trop long à leur expliquer tout ça. Puis là, moi, j'accepte plus ça parce qu'il y a plein d'exemples. Mettons Fred Pellerin, ça pogne au bout, il catch rien ou presque, mais il adore ça, il trouve ça super intéressant. Puis lui, quand il fait des entrevues, il parle québécois ben normal, puis je sais pas si tu l'avais vu, il était allé à la grosse émission avec Laurent Ruquier, je me rappelle pas comment ça s'appelle, en tout cas bref, là, c'est la plus grosse émission, là, puis lui il parle bien normal, puis tout ça, puis des fois ils comprennent pas tout, puis lui il est pas complexé de ça, non, ou il leur explique au pire, je veux dire, il y a rien de grave là-dedans, tu sais. Mais c'est ça, on dirait que c'est l'attitude qui change la donne aussi, t'sais. Mais t'imagines-tu, man, un Français qui vient au Québec en entrevue puis il prend un accent québécois, à quel point on serait comme what the fuck? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Surtout que, tu sais, admettons qu'il sort puis que son accent il est béton, genre, tu sais, comme fucking solide. Non, ça serait weird quand même. Ça serait un peu weird, mais on serait comme, ok, ben, tu sais, probablement que t'as les deux cultures en toi, puis tu sais, que genre, t'es capable de faire ce switch. Tu sais, moi, j'ai un de mes amis que sa mère est québécoise, puis son père est français, puis il a toujours évolué avec les deux accents, puis lui, quand il est en France, il parle avec l'accent français. Correct, mais ça, c'est correct, mais tu sais, quelqu'un donnerait cette impression-là, mais quand quelqu'un switch son accent, mais qu'il l'a, tu sais, que c'est vrai, ça paraît que c'est comme pas son vrai accent. Mettons, c'est un Français, il arrive, puis il y a cet accent québécois-là, puis on était comme, ben, t'as-tu genre un lien? Non, j'ai juste vraiment étudié parce que je voulais vraiment être pareil comme vous autres, parce que je suis vraiment insécure. C'est comme, ok, c'est bizarre, man. T'es pas obligé de faire ça, on comprend, là. Alors, c'est ça, mais puis, tu sais, il y a une différence aussi entre, tu sais, comme, à un moment donné, quand tu. J'imagine que quand ça fait un bout de temps, donc si j'habitais depuis 20 ans en France, je sais pas, c'est la transformation plus lente qui se passe au niveau de ta façon de parler. Je sais pas. Ça oui, mais ça j'imagine. Mais en effet, du jour au lendemain, il se tenait un nouveau code de conduite verbal, ou c'est en effet un peu fucked up. Mais c'est quelque chose qui me fascine quand même. Il y a pas si longtemps, Georges Saint-Pierre avait été au podcast de Joe Rogan, puis Georges, il a un gros accent québécois quand il parle anglais, là, tu sais. C'est moins pire qu'avant, mais il est quand même très. C'est marqué quand même. Puis, tu sais, il y avait beaucoup de commentaires comme si c'est honteux, puis tout ça, wow, tu sais, je veux dire, ça fait des années. Des Québécois, mettons? Genre des Québécois, ça fait des années qu'ils parlent avec les Américains, puis c'est pas mieux que ça, puis c'est pas fort, puis c'est comme, hey man, c'est donc bien weird, c'est comme vous haïssez donc bien. Tu sais, il est super admirable, là, Georges, là, tu sais, il parle pas parfaitement anglais, mais il y a pas de complexe, il va, il a son accent, des fois, il sait pas c'est quoi le mot, il le demande, il est pas. Puis je veux dire, c'est le meilleur au monde dans ce qu'il fait aussi. Puis il est pas complexé sur quoi que ce soit. Là. Pourquoi vous l'êtes par rapport à lui? C'est quand même étrange, ça. Le problème serait réel si, admettons, les gens qui checkaient ça puis qui parlent, admettons, les anglophones, fait, hey, je le comprends pas du tout. Mais tu sais, mettons, puis si tu vois juste des comments des Keb qui hate, mais tu vois pas de comments des anglophones qui font ah, c'est dommage, je le comprends pas, il y a un trop gros accent. Mais tu sais, genre, à la limite, tu sais, les anglophones, ils vont tu sais, comme ils peuvent rire un petit peu ou, tu sais, le taquiner, mais tu sais, mais ils s'en foutent, là. C'est pas, ils stickent pas là-dessus, tu comprends? Tu sais, ils s'en foutent un peu, mais ça, je sais pas, les Québécois, peut-être justement là parce qu'on s'est jamais affranchi vraiment, on est comme insécure par rapport aux autres cultures, on sent qu'on a peut-être pas notre place, on essaie de se fondre à l'autre, je sais pas, on cherche notre place dans le monde peut-être, je sais pas trop là, peut-être que je vais trop loin là, mais il y a quelque chose. Non, mais la quête identitaire québécoise, même dans les arts en général, c'est un thème vraiment récurrent là, c'est comme un peu, je le vois quand même que c'est comme si beaucoup de pays ont des narratifs avec comment dire, avec des mythes qui se prolongent dans le temps, puis qui mettent des espèces d'assises comme que tu peux pas remettre en question. Puis le Québec, c'est vraiment un petit peu il y a eu des gros revirements de situation. Puis mine de rien aussi, comme la Révolution tranquille, c'est aussi un énorme revirement de situation. Puis tu sais, l'espèce de il y a comme un rapport ambivalent avec l'héritage culturel au Québec, au sens où les gens à la fois ils sont full attachés à l'héritage culturel qu'il y a ici, puis qu'on nomme l'héritage culturel québécois ou canadien, français ou whatever, les mots ont changé pour ça, mais ils sont très attachés à ça. Mais en même temps, comme tu dis, il y a comme un peu il y a plein de trucs qui pointent là-dedans à comme des dossiers pas réglés, c'est comme un peu genre comme des genres de dossiers que si le Québec était une personne, c'est comme un jour il faut chez le psy régler ce problème, genre c'est comme sur la to-do list à gérer là, tu sais, comme mettons là, genre la haine des anglophones là, à la limite là, j'ai vraiment l'impression que c'est une haine genre à quelque part au fond de nous autres on
enfants sont meilleurs que nous, parce qu'ils nous l'ont fait à croire assez longtemps pour qu'on l'ait intégré, mais en même temps, comme on répond avec une confrontation pour s'affirmer, mais que c'est plus ou moins incarné. Je sais pas, mais toi, t'as une vision politique, je pense, assez différente par rapport à l'indépendance. C'est pour ça que j'ai entendu ça quelque part, que t'avais... c'est quoi ta position là-dessus? Ben, en grosso modo, je dirais que je suis républicain, en fait. Ouais, c'est ça que j'ai entendu. C'est ça. C'est que... Parce qu'on l'entend pas souvent, d'ailleurs. Ouais, exact. Ben, moi, je suis... Tu sais, l'idée d'une république québécoise ou république bas-canadienne, tu sais, ouais, toi c'est moi j'utilise ce terme-là réellement en dehors de même de la blague ou de la métaphore spécifique à ce qu'on fait dans la classe ensemble. Le terme Bas-Canada, je l'utilise comme réellement, parce que je trouve que il correspond peut-être mieux à la notion républicaine, justement, qu'à la notion nationale, admettons, dans lequel le mot Québec et Québécois a commencé à être utilisé. Tu sais, ça a été les termes Québec et Québécois, ça a été vraiment ça a été un choix idéologique de la part d'une certaine élite de se distancer des termes canadiens-français puis de créer une identité nationale pour orienter aussi le mouvement souverainiste selon ces termes-là. Mais moi, mettons, étant fils d'immigrants, n'ayant pas d'héritage ancestral canadien-français et québécois, il y a plein de notions un peu qu'on prend pour acquis dans le narratif souverainiste auquel je pouvais pas adhérer, un peu comme par défaut. C'est-à-dire, mes ancêtres parlaient pas le français. Je peux pas ressentir comme l'émotion prenante évidemment, c'est un peu... Mais c'est intéressant ça quand même, parce que les souverainistes oublient souvent ça. Exactement. De manière d'inclure. Les différentes idées qui sont plus nationalistes, qui se sont beaucoup plus présentées dans le mouvement souverainiste contemporain. Quand tu checkes, admettons, les patriotes, puis quand tu checkes ce que Papineau puis ce que les frères Nelson ont mis de l'avant comme idée, tu sais, souvent, quand tu vas dans des manifs ou des trucs comme ça, puis tu vois du monde, des souverainistes contemporains réutilisent beaucoup les images des patriotes, mais le gap entre les deux discours, là, d'un point de vue de l'autre, est assez gros. Là, c'est-à-dire que ils avaient pas, tu sais, quand tu checkes la déclaration d'indépendance de Robert Nelson, mettons, l'idée de la République bas-canadienne, c'est une république bilingue, basically. C'est genre l'anglais et le français. C'est plus d'adhérence, plus d'allégeance, évidemment, à la reine d'Angleterre. Faire une république en 1838, un peu plus à l'image des États-Unis. Puis starter notre propre shit. Séparer fondamentalement l'Église de l'État en 1838, chose qui n'est pas arrivée au Québec plus de 100 ans après. Un des autres trucs... un des autres articles dans la Déclaration d'indépendance qu'il faut lire avec les lunettes du passé, c'est-à-dire que c'est en 1838, parce que le terme qu'ils utilisent dans la phrase, c'est les sauvages. Fait que ça, c'est clairement négatif. Ouais. Mais la phrase, c'est que dans la République bas-canadienne, les Blancs et les sauvages auront les mêmes droits. Fait que là, tu lis cette phrase-là, tu fais comme, comme... Tu vois la mentalité de l'époque, mais quand même avant-gardiste pour l'époque. Malheureusement, pas de passage similaire par rapport à la condition féminine, mais couple d'affaires que tu checkes, tu te dis quand même avant-gardiste comme document politique, considérant que les 100 ans qui ont suivi du 138 au Québec, on ne sont pas allés dans des directions de ce type-là, de séparer l'Église et l'État, de comme se rapprocher de la culture autochtone, entre guillemets, tu sais, blablabla. Fait que moi, quand je pense à tout ça, quand j'étais plus jeune aussi, puis je construisais ma vision politique de qui je suis, puis où j'habite, puis où je vis, j'étais comme... Moi, je la ressens profondément, la spécificité culturelle et politique d'ici, tu sais. Mais j'arrive pas à le définir, puis à le justifier par mon apparence ethno-linguistique, parce que c'est pas vrai. Genre, moi, ma langue maternelle, c'est pas le français, puis j'ai pas des ancêtres j'ai pas des ancêtres ni irlandais, ni français, ni anglais, tu sais, genre, comme, ni amérindiens. Fait comme... Comment, genre, OK, ben, dans ce cas-là, c'est plus justement une vision civile républicaine, etc. Mais elle est évidemment à une forme d'identité culturelle qui existe. C'est normal, tout pays, c'est un peu ça. Exactement, tu sais. C'est ça que j'ai réalisé finalement, que le discours ou l'image d'un Robert Nelson me parlait plus un peu que le discours nationaliste. C'est quelque chose de très... pas baveux, mais quelque chose de très revendicateur de justement revendiquer là, ce discours-là. Parce que, comme tu dis, les souverainistes
nationalistes, là, plus péquistes, mettons, là, comme s'approprient beaucoup les patriotes, cette histoire-là, puis c'est les armes contre les Anglais, cette espèce de narratif-là. Mais je trouve ça drôle, à la limite, que toi, tu récupères ça, tu fais comme non. Ben, tu sais, je veux dire. Dévier le discours, c'est ça qui me disait vraiment. Ben, juste se dire que. Si vous les aimez pour vrai, faisons ça. Exactement. Puis la première révolte, évidemment, c'est Papineau qui l'a menée, mais la deuxième, c'est Robert Nelson. Puis c'est celle qui a été la plus, entre guillemets, extrême politiquement, parce qu'ils ont littéralement fait une genre. Elle n'a pas fonctionné, mais ils ont fait une déclaration d'indépendance en 1938, puis ils ont essayé de l'appliquer militairement, puis ils ont échoué, puis ils ont crissé le camp. Mais je veux dire, se dire que le premier révolutionnaire extrême, genre souverainiste de l'histoire du Québec, ben c'est un anglophone. Tu sais, catcher ça aussi dans comme ça peut pas être. Il était pas en train de dire on va les tuer les hostiles. Le gars, c'est un anglophone. Fait clairement, les arguments qu'il devait mettre de l'avant pour motiver le monde, c'était pas les arguments d'allégeance linguistique, clairement, ou genre, du moins, ça pouvait pas tant que ça être ça le noyau dur. Fait que c'est dommage que ça soit récupéré dans un narratif comme ça par. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Puis je veux dire, c'est un narratif qui nous ressemble plus que le narratif de PQ là, comme classique. Là. Moi, les amis que j'ai qui sont souverainistes, qui sont indépendantistes, je veux dire, c'est des gens de toutes sortes de cultures différentes, qui ont rien contre les Anglais nécessairement, qui voudraient créer quelque chose de quelque chose de mieux. Je pense que n'importe qui a un réalisme politique en tête, si tu peux pas compter sur l'intérêt ou la motivation des anglophones au Québec par rapport à l'idée d'une République ici, là, ben, ça va pas se passer. C'est obvious. Genre, c'est comme l'espèce de calcul politique de genre, comme tant que tous les francophones disent oui, mais que tous les anglophones disent non, ça passe pareil. C'est comme un plan explosif. Là, c'est comme c'est ça ta stratégie pour make it happen. Attends-toi à du beef après, là, c'est sûr. Là, tous les anglophones ont voté non, tous les francophones ont voté oui, on a eu le pays. Hey, quel genre de pays ça va te donner? Les anglophones vont avoir le goût de crisser leur camp. C'est comme normal. Sans quémander quoi que ce soit aux anglophones, c'est quand même, je veux dire, s'ils sont ici, c'est qu'ils ont quand même un certain attachement pour la culture francophone. Pas tous, là, je veux dire, c'est sûr qu'il y a toujours du beef, là, comme tu dis, mais s'ils sont là, si ça les intéresse, s'ils comprennent la richesse de ce qui est Montréal puis le Québec en général, s'ils restent ici, sinon ils s'en iraient, là, ils iraient ailleurs où ça parle juste anglais, là, tu sais. Fait que c'est comme, si on n'est pas capable de les inclure ou si on les inclut dans une espèce de narratif de confrontation, ça se terminera jamais bien. Là. Exact. Puis moi, je trouve que c'est ça. C'est que je trouve qu'il manque dans le lexique politique, culturel, identitaire au Québec des mots. C'est parce qu'admettons, comment tu fais si t'es un anglophone montréalais qui se sent vraiment québécois, mettons, chez vous, c'est le Québec. T'es né ici, t'as grandi ici, t'as aucune intention d'aller vivre aux States ou en Ontario, dans le Canada anglais, mais t'es pas comme francophone dans la mesure où genre, ton brain fonctionne pas comme en français. Avec tes parents, tu parles en français, tu parles en anglais, mais tu comprends le français, évidemment, mais tu travailles ni en français. T'as quelques amis francophones, t'as jamais été contre l'idée, mais t'as plus grandi dans l'ouest de l'île, etc. Mais comment il faut trouver un lexique pour que ces personnes-là puissent expliquer sans confrontation, sans contradiction, qui font entièrement partie du planisphère culturel québécois, puis qui sont pas des genres de touristes anglophones, qui habitent bizarrement au Québec. Non, c'est comme. Puis je trouve que c'est là où, admettons, des termes comme la République, l'identité plus civile républicaine, bas canadienne, je pense, entre guillemets, qu'elle a plus de chances de plus de réalisme pour que du monde qui ne fit pas le cadre plus précis, là, de genre francophone de souche québécois, ben genre puisse sentir puis verbaliser leur appartenance, parce que moi ça a été ça au final, j'ai fait faut que je trouve d'autres mots pour expliquer ce que je ressens par rapport à tout ça. Puis bref, c'est ça un peu ça aussi mon parcours artistique. Là, ben, je comprends. Puis je veux dire, moi, j'en ai là, des amis enfants d'immigrants. Puis c'est ça. Puis que je leur explique comme l'indépendance, la souveraineté, puis tout ça. Puis ils comprennent. Ils sont comme, moi, je serais down avec ça si on me le disait tout le temps comme ça. Mais je peux pas, tu sais. Je peux pas embarquer. Je suis toujours exclu de ça. Ça me fait chier, tu sais. C'est normal, là, je les comprends totalement. Mais toi, dans ta vision du Bas-Canada, est-ce que tu le définis aussi de manière géographique, là? C'est comme le bleu. Est-ce que, non, mais dans le fond... Juste la ceinture de la vallée du Saint-Laurent. Est-ce que tu inclus les autres... Non, ça aurait pu là, que tu inclus les autres communautés francophones du Canada, comme on déclare l'indépendance all the way. Non, à des fins pratiques, je pense qu'il faudrait quand même comme voir un peu le territoire politique du Bas-Canada, même aujourd'hui, un peu comme celui qu'on a actuellement pour le Québec. C'est intense si tu veux. C'est un projet qui arrivera pas. Mais mettons, peut-être j'inclurais le Labrador, Terre-Neuve, watch out. That's it. Ben oui, ça c'est un des plus gros fails de
Mais toi, tu sais, le fait que tu parles maintenant 4 langues que tu me disais, est-ce que ça t'a beaucoup aidé dans le rap, tu sais? Est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment teinté ta manière d'écrire, tu sais, parce qu'on a eu l'espèce de controverse là, du franglais, puis tout ça, puis ça revient un petit peu à ça, là, tu sais, le français contre l'anglais, on est en train de perdre le français, puis tout ça. Mais toi, est-ce que c'est quelque chose qui a enrichi, finalement, ton rap, ta manière de rapper? Ouais, parce que sûrement, définitivement, puis même probablement des fois à des degrés que je m'en rends même pas tant compte parce que, tu sais, j'ai déjà entendu dire, puis là, en fait, peut-être que je dis n'importe quoi, mais j'ai déjà entendu dire, il me semble que chaque langue comme stimule pas ton cerveau des connexions neuronales de la même façon, tu sais, fait que mine de rien, juste le fait de savoir plusieurs langues, puis de jouer avec de jouer entre elles, d'un point de vue, tu sais, des gens peuvent dire que c'est pas bon parce que ça, mettons, pour leur narratif idéologique relativement aux langues, etc. Mais d'un point de vue strictement mental, c'est un jeu vraiment le fun, là, ouais. Puis c'est stimulant mentalement, là, si tu maîtrises 2 langues, commencer à jouer avec les deux comme si c'était un peu la même langue. Ouais. Il y a quelque chose jouer avec les sonorités. Les sonorités, il y a quelque chose qui te force à prendre conscience de ta propre langue aussi. Tu fais, OK, tu sais, mettons le mot A, le pas, tu sais, le pas québécois, tu sais, tu dis, maintenant tu le vois comme avec la lettre A, tu sais, fait que là, tu l'as toujours un peu plus vu comme la lettre A, mais là, quand tu es dans une autre langue, tu réalises que ça, c'est souvent O, genre, A, puis là, tu fais, OK, c'est comme, puis là, tu fais un peu, puis là, ça te fait réaliser comment juste dans même ta propre langue, tu peux comme... T'as comme une marge de manœuvre dans les sonorités, tu sais. Ta palette de rythme, Je pense qu'en tant que rapper, tu te retrouves... T'sais, surtout si à un moment donné tu commences surtout à écouter du rap américain comme ça a été le cas pour moi, tu tombes un peu sans le savoir dans le défi de rapper comme dans ta propre langue, avec ton propre accent, avec ton propre jargon, lexique, slang, etc. Mais avec le défi bizarre de faire en sorte que ça sonne comme si c'était un rappeur américain qui rappait. Puis que, mettons, quelqu'un qui parle ni français ni anglais, ben, son meilleur bet, je pense que c'est un gars qui rappe en anglais. C'est un peu, t'essaies un peu de reproduire ça. T'sais. Ouais, parce que le rap veut pas, ça vient de New York, ça vient des Américains. Ouais. Oui, puis tu sais, c'est comme toute forme artistique, l'émulation, mine de rien. Même s'il y a le tabou du bête là, dans le rap, fuck it, là, l'émulation, ça demeure quand même. Observation, imitation, appropriation dans le bon sens, là, de genre, tu t'émites une technique jusqu'à temps que tu es capable de comme l'intégrer à ton propre truc, etc. Mais cette notion-là d'imitation t'oblige un peu à m'amener à comme essayer de sonner comme un Américain sans mettons, straight up rapper en anglais. Puis, tu sais. Mais c'était quoi justement ton premier contact avec le rap? C'est quoi la première affaire que t'as écoutée que t'as fait que oh shit, ça, man, je veux faire ça? Ben, j'étais pas au stade. Le premier album de rap que j'ai écouté, c'est Dogmatic. Okay. Mais je l'ai vraiment beaucoup écouté, mais ça m'a pas déclenché moi je veux rapper. Tu sais. J'avais écouté beaucoup à l'école primaire. Puis, secondaire 1 et 2, j'étais vraiment plus à mon école secondaire à Rochebelle, à Québec. À Rochebelle? Il y avait vraiment encore la notion de... Venez-toi de là, je pense. De Rochebelle? Ben, il me semble qu'il y a une couple. Tu veux dire dans la Claire? Pas à la Claire, mais des rappers en général de Québec. Là. En tout cas, j'en connais. C'est la plus grosse école secondaire à Québec publique. Fait que c'est sûr que ça aide, mais il y avait un peu la bonne vieille séparation, les punks puis les rappers. Oui, j'ai vécu ça aussi. Ça chillait pas, là. Les yo pis les skaters. C'est ça, exact. Ça chillait pas. Puis là, secondaire 1 et 2, moi, j'étais dans les punks, là, clairement. Là. J'écoutais du punk rock, j'écoutais du scotch, là. J'ai jamais arrêté d'aimer cette musique-là, de m'y intéresser, mais clairement, mi-secondaire 2, quelque chose comme ça, j'ai comme, via mon grand frère, qui lui a commencé à écouter du rap français, en fait. C'est comme ça que ça a commencé. Il m'a donné un album l'album de Shuriken où je vis, puis l'album de Sniper. OK. Puis ces 2 albums, c'est les premiers 2 albums que j'ai écoutés comme vraiment plus avec une oreille, tu sais, d'adolescent plus que d'enfant, si on veut. Puis, ça, instantanément, ma conclusion, c'était même pas tant... Genre, j'aime le rap puis je vais en écouter plus. C'était plus, je veux en faire. Instantanément, je veux en faire. Il y a quelque chose de galvanisant là-dedans, que t'as envie. Shuriken, il y a un côté plus intellectuel. Exact. Fait que les deux... C'était comme le côté revendicateur, tout ça. Complètement. Ça répondait à beaucoup de, je pense, de mes besoins. Puis réellement, là, à 12-13 ans, je commençais déjà un peu à avoir l'impression que
je sais pas, même que le monde autour de moi était fucked, là, basically. Sans avoir les moyens de l'expliquer. Puis là, l'entendre du monde qui se gêne pas pour le dire là, à leur façon, évidemment, je trouvais ça nice. Puis j'avais depuis longtemps, comme même pas mal plus jeune, je lisais beaucoup. Puis la littérature, ça m'intéressait. Fait que je trouve aussi ça nice, le format que comme dans une tonne, t'as genre 6 fois plus de lyrics que dans les autres genres musicaux. Mine de rien. Puis ça, c'est quand même vrai. Tu peux raconter une histoire aussi. Exact. Tu peux faire ce que tu veux, en fait. C'est complètement libre. Fait que je me suis complètement lancé là-dedans avec l'intérêt littéraire en tête, puis comme la première année ou deux même que je pensais que je rappais, en fait, tout ce que je faisais, c'était écrire des textes, je rappais même pas nécessairement, tu sais. À 12-13, ça? Ouais, c'est ça, exact. Okay. En secondaire 2, 3. Puis en secondaire 3, c'est ça, c'est mon frère à un moment donné qui m'a dit, tu sais, faut que tu commences à rapper pour vrai, là, tu sais, parce que tu remplis des cahiers, faut que tu rappes, tu sais. Fait que là, c'est comme là, tranquillement, que le côté musical embarqué. Puis là, tu sais, j'ai comme commencé à écouter du rap américain aussi. Puis là, il y a comme eu un flip où j'ai fait, OK, tu sais, c'est de la musique, là, c'est pas de la littérature, même si évidemment, c'est basé sur les mots. Puis là, depuis ce temps-là, ça a comme été je sais pas comment dire, un apprivoisement de la notion musicale de tout ça, qui s'est lancé, puis que je pense qu'il s'est beaucoup approfondi avec quand j'ai rencontré les gars d'Alaclaire. Ouais, toi, comment t'as rencontré les gars d'Alaclaire? Parce que, en tout cas, pour moi, tu sais, moi, je viens de Québec aussi, là, tu sais, puis je veux dire, moi, j'ai... De quelle hood, tu sais? Moi, je viens du Lac-Beauport. Lac-Beauport, Lac-Beauport, les petits bourgeois, pis tout ça. Ouais. La 800? Hein? T'as pris la 800? Ouais, en mars. Excellent. Puis, tu sais, elle passait pas tard, fait que souvent, je marchais jusque chez nous. J'ai marché des nuits complètes. Mais les gens de Québec ont fait de longues marches nocturnes dans leur vie, c'est sûr et certain. C'est fou, avec le soleil qui se lève, à moitié sous, tu rentres chez vous. Mais ouais, fait que j'ai grandi avec ça. Tu sais, moi, j'ai vu les gars d'Acrophone gagner le concours Boom. Là, ok, t'étais là, moi. Malade, trop fort. Ah ouais, puis tu sais, je capotais. J'étais comme, oh mon Dieu, ces gars-là, ils ont quelque chose de spécial, de particulier. Mais c'est ça, avec eux, tu sentais comme, ok, là, je pense que le rap va switcher à quelque part d'autre, là, parce que le rap pré-eux autres à Québec, tu sais, c'était comme Black Beretta, puis tout ça. Mais là, ça commençait à être plus professionnel, plus recherché, mettons. Ça commençait à vraiment être plus complexe. Fait que c'est ça, j'ai suivi ces gars-là, pis ça, mais puis quand à la classe c'est arrivé, t'étais le seul, la gang, j'étais comme who the fuck is Robert Nelson. C'était vraiment ça, là, c'était vraiment comme un... à la classe, c'est pas un super group parce qu'il y avait moi dedans. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas une gang de monde connu qui font un super group. C'est une gang de monde connu qui font un groupe. Puis il y a plus, il y a qui font un super group, il y a comme un gars pas connu. Dans rien que tout le monde se demande who the fuck is that? Mais c'est drôle parce que, genre, moi, c'est à la fois comme quand j'y repense avec le recul, c'est fou cette histoire-là parce que, tu sais, moi, je suis plus jeune que je suis le plus jeune à la Claire. Puis moi, à l'école secondaire, j'écoutais Acrophone. Tu sais, je connaissais pas les gars personnellement. Puis j'étais fan de leur shit. Tu sais, j'étais un petit gars qui c'est un petit MC qui fait ses shit, là, qui rappe. Là, puis j'écoutais les rappers là, tu sais, de ma ville. Puis j'ai trouvé fort, tu sais. Puis c'est via mon frère, en fait, qui est allé au cégep avec Ken Lo. Ils sont devenus des potes là-bas. Puis mon frère, il a toujours joué de la bass. Puis il faisait des beats à l'époque. Puis à un moment donné, comme Ken Lo, il est juste venu chiller chez nous, chez mes vieux. Tu sais, puis il beatmaker dans le sol. Puis j'étais comme, hey, tu sais, comme je pensais qu'il y avait je reviens de l'école, il y a comme cadeau dans mon sous-sol, j'étais comme starstruck, tu sais, c'était cadeau. Puis là j'ai commencé à lui montrer mes trucs, puis je pense qu'il était comme à la fois attendri de voir un jeune débutant, tu sais, je pense pas encore très bon, mais en même temps je pense qu'il voyait que j'avais peut-être une genre de drive ou quelque chose de puis ça fait en sorte que dans les années qui ont suivi, quand on s'est croisés dans une couple de parties à des spots, à des endroits il y a des cyphers, des fois quelqu'un mettait des beats, puis moi je me mettais à l'époque je freestylais vraiment beaucoup, vraiment plus que maintenant. C'était vraiment quelque chose dans ma pratique, là, je freestylais vraiment beaucoup, puis je mettais beaucoup d'énergie là-dedans. Fait que dès qu'il y avait des... Puis je faisais pas de show, j'étais pas en mode sortir des mixtapes, tu sais. Puis, fait que moi, ma façon à moi de le mettre de l'avant, mon skill à l'époque, c'était vraiment justement dans des parties ou des trucs comme ça, je me mettais à freestyler dans les cyphers, puis Ken, il freestylait vraiment beaucoup aussi. C'est comme ramasser dans une couple de spots, à un moment donné, à comme rapper ensemble 1 heure ou 2, là, tu sais, au cours d'une soirée, du monde qui s'agglutine un peu, qui écoute. Puis ça a fait en sorte qu'il m'a invité à participer sur une des tunes de son mixtape à l'époque, un mixtape Flatbush. Ça a été ton premier track. Là, premier track public, là, genre que tu peux retrouver de moi, c'est ça. C'est ma participation à la tune Freestyling, justement, sur Flatbush de Ken-Lo. Puis c'est comme... Après ça, ça a comme fait... ça a ouvert la porte à comme rencontrer les autres gars dans la classe, si on veut, mais on some chilling mode, tu sais, à cause du 10-36 qui était comme...
le fameux studio où les gars d'Acrophone ont fait leur truc, où Mauvais Herbe aussi travaillait. Je commençais à chiller là des fois à gauche, à droite. Puis, tu sais, à la claire, c'est que ça s'est vraiment fait de façon non préméditée. Pendant environ 2 ans, des personnes un peu récurrentes, évidemment, passaient justement au studio 1036, rec des verses, rec des tunes, toujours dans un esprit de... Il n'y a pas de plan long terme. C'est comme on a du fun, on s'amuse. T'sais. Puis 2 ans de ça, ça a donné à un moment donné comme une quinzaine de tunes dans un folder. Puis c'était comme... Moi, j'avais 3 verses dans ces 15 tunes-là. Okay. C'était un peu ça. Puis personne n'était... Il n'y avait pas la notion de c'est un groupe. C'était actually un mixtape. T'sais. À la claire ensemble, 99, c'est ce mixtape d'une gang de chums qui ont réalisé à un moment donné qui ont 15 tunes sur l'ordi, puis on les sortit en tant qu'être. Puis le fait de faire des shows par la suite, parce qu'on commence à se faire booker, c'est comme ça qui a transformé le mixtape en band, en fait, d'une certaine façon. Parce que là, c'était comme, OK, ben là, qui va aller faire le show? Qui ressent le calling de genre être disponible puis commencer à comme te comporter comme si c'était un band, en fait. C'était un peu ça. Parce que tout le monde avait quand même une carrière, ben, il y avait comme des projets individuels, tu sais, fait qu'il fallait les convaincre quand même, ou ça s'est venu naturellement? C'est qui a eu comme l'idée de comment on la sort, cette mixtape-là? Tu sais, why not? Ben, c'était... Je pense un peu comme... c'est venu comme ça, de manière organique. On était de plus en plus, c'était le printemps 2010, ça chillait pas mal au studio, puis à un moment donné, tu vois, entre le chiffre 10 et 15, t'es à quelque part là. Quand tu dis 15 tonnes, il y a environ quelque chose. Puis je pense que c'est ça, la Saint-Jean approchait, puis les gars d'Acrophone, Maëman et Claude, c'était comme fait approcher pour faire un show d'Acrophone sur les plaines d'Abraham. Puis c'était comme une des dernières années là, du vrai gros show là, avant que Chris Labombe vienne mettre la clé dans la porte. Puis ils avaient dit au booker, ils dit ben écoute, on a comme un autre projet que personne connaît vraiment, mais que ça s'apprête, ça sortirait le même jour que le show. Puis là, il a comme accepté parce qu'il savait que les gars étaient là-dedans. Fait que là, ça a donné en sorte que le jour, c'était le 23 juin 2010, on a sorti la galette 499. C'est quand même un beau début. Là. Puis le jour même, on faisait un show sur les plaines. Là. C'était vraiment... C'est une belle entrée. C'est une belle entrée. Puis bref, c'est ça. Ça comme... tu sais, moi, pendant cet été-là, je faisais des shows à gauche, à droite, puis j'étais même pas sûr si j'étais dans un band à long terme. C'était plus comme... Ben, il y a des shows de ce projet-là, tu sais, who knows, qu'est-ce qui va se passer après. Puis vraiment, je pense dans les mois qui ont suivi par la suite, en effet, là, on a comme commencé à réaliser que... ce projet que personne n'avait imaginé comme un projet peut-être plus sérieux ou professionnel était comme commençait à avoir de la viande sur l'os pour peut-être être quelque chose de sérieux, tu sais. Puis le défi et le jeu étant à partir de ce moment-là, puis ça l'a toujours été pour la Claire, de continuer à jouer tout en le rendant de plus en plus sérieux, tu sais. Garder l'esprit ludique de comme... On sait même pas exactement ce qu'on est en train de faire ou on n'a pas de visée spécifique. C'est garder ça tout en essayant maintenant, évidemment. Mais c'est beau, à quelque part, c'est quelque chose de fucké. C'est parti de manière organique, ça a grossi, puis à un moment donné, c'est devenu quelque chose de j'imagine, d'incontournable dans vos vies. Là, je veux dire, tout le monde avait comme leurs propres affaires, puis à un moment donné, c'est comme ça prend le dessus, puis c'est comme, je pense que gang, comme à gang, on est plus fort. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Puis pour moi, c'est une leçon de vie, honnêtement, que j'ai gardée même par rapport. Puis j'essaie d'avoir l'hygiène mentale de me la répéter à gauche à droite là, mais tu sais, des fois tu peux être surpris à quel point le truc que tu étais convaincu qu'il avait le moins de chances d'être sérieux puis de fonctionner dans ta vie, ça devient finalement le truc qui fonctionne le plus, peut-être spécifiquement à cause de ça, à cause d'une espèce de lâcher prise originale, tu sais, puis que tu sais, même dans les relations humaines, il y a un peu cette notion-là, tu sais, de genre, tu sais, dans une rencontre initiale, il y a la notion que you don't know, tu sais, puis là, évidemment, the magic happens à ce moment-là, souvent, tu sais. Puis après ça, on est souvent pressé de comme catégoriser mentalement, for whatever good or bad reason, tu sais, on se met à comme... puis souvent, c'est peut-être juste ce geste-là aussi qui commence qui signale le début de la fin, tu sais, je sais pas comment dire. C'est comme... tu sais, moi, je suis pas contre le fait d'analyser. Je suis tellement over-analytique comme personne. Mais
justement, j'essaie de me dire, non, faut garder ça comme spontanéité. Ouais, c'est sûr que être soi-même puis être loose, c'est toujours mieux là, dans peu importe quel contexte. Là, c'est sûr que révéler le vrai toi, après ça, c'est plus payant quand ça fonctionne. Là, puis je me posais cette question-là, puis c'est comme par rapport à plein de choses en général, là, comme que ce soit en humour, en musique ou whatever. Si comme t'essaies de plaire, si t'essaies de plaire, comme tu forces quelque chose qui est pas nécessairement toi, puis là, ça pogne. Man, t'es prisonnier pour la vie de ça. Ah, tout à fait. Là, faut que tu joues ça pour le restant de tes jours, puis à un moment donné, j'imagine que tu l'intègres, puis ça devient toi, puis tu sais même plus quitter, tu sais, à quelque part. Mais complètement, puis tu sais, admettons, tu sais, je pense dans le gangster rap, il y a toute la réalité du monde qui font du gangster rap et qui ont vraiment réellement connu ça et vécu ça. Mais là, quand tu penses à du monde qui se ramasse réellement avec leur profession, c'est faire du gangster rap, mais qu'ils ont réellement jamais vraiment vécu ça, pour moi, ça semble comme. Ben, c'est un jeu d'acteur. Rendu là, pour moi, c'est comme. Il y a quelque chose de. C'est pas que. Moi, je suis pas en mode, genre, cette personne ne devrait pas avoir le droit de le faire. C'est plus que. Ça devient un autre processus artistique. C'est vraiment peut-être un jeu d'acteur. Ouais, mais même si tu l'as vécu à un moment donné, je veux dire, Pusha T, on le sait, là, que t'en vends plus de dope, là, c'est comme ça va, là, man. Tu arrêtes de parler de ça, t'es devenu un millionnaire qui rappe, puis c'est cool, là, tu vis ta vie, puis ça doit être super nice ta vie, mais comme, il revient toujours à ça, puis ça devient comme. T'sais, il est confiné à qui il était dans vingtaine avant de la dope. Là, c'est quand même fucked up quand même. Là. Mais confiné, mais en même temps, c'est comme un peu... Ah, ça fait son succès. Ça fait son succès. Mais c'est ça que... Moi, j'ai hâte de voir si éventuellement, il va y avoir une espèce de... Comme... Est-ce que le rap va un jour devenir une musique que... les thèmes et le médium sont un peu plus dissociés. Tu sais, comme, admettons, personne serait tant surpris qu'un album de rock parle pas de rock. C'est comme je veux dire, genre, aucune référence au rock and roll sur l'album. Personne serait comme that's really fucked up, genre, tu sais, comme il parle de la vraie vie au lieu de entre guillemets. Mais puis là, je fais une critique avec plein d'amour parce que l'autoréférentialité du rap, j'adore ça. Mais j'aime ça des fois entendre des tunes de rap que comme ça parle pas du tout du rap, de la réalité du rappeur en question. Genre, c'est juste parler de des choses en vie, là, tu sais, mettons. Puis c'est un peu mon fantasme des fois de genre, il y a tel rappeur américain que j'adore, puis je serais comme, hey man, je donnerais le défi de genre, fais-moi 10 tonnes, man, t'as pas le droit de parler du rap. Je serais pas curieux de voir. Parle pas du rap game. Tu sais, genre, parle-moi de whatever, tu sais, tes sports favoris, man, I don't give a shit, là, mais genre, parle-moi d'autre chose. Genre, mais c'est fucké à quel point ça a évolué dans ce sens-là, le rap, parce que, tu sais, moi, des fois, j'écoute ça, puis tu sais, il y a certains rappers pour vrai comme qui rappent super bien, qui ont un super flow, puis sont vraiment intéressants à écouter, puis tout ça, mais qu'à quelque part ils parlent de rien là, tu sais, comme c'est l'autoréférentiel qui tourne en rond là, tu sais, mais c'est super intéressant à écouter, puis ça sonne bien, puis tout ça, mais à quelque part c'est un défi, c'est comme hey man, toi là tu dis beaucoup de mots puis tu dis jamais rien, c'est comme fucké pareil là. Ils ont développé un lexique, ils ont développé c'est une science là, c'est vraiment une science, pense-y là. Il y a une science qui est développée dans le rap, c'est pas tout le rap qui est comme ça évidemment, mais il y a certaines couches du rap ou niches qui ont développé la science de dire avec le plus de mots possible les mêmes 2-3 petites affaires là. 2-3 thèmes que moi je suis plus cool que toi, je couche avec plus de filles que toi, j'ai plus de cash, je vends de la dope. Il y a quelque chose là-dedans qui est comme en même temps merveilleux, tu sais, c'est ça des fois que j'essaie de bizarrement d'expliquer aux gens. Mais c'est parce que moi je pense que ce qui est intéressant là-dedans, puis quand c'est bien fait, puis quand moi ça m'intéresse, c'est quand à travers ça, tu m'amènes quelque chose. Tu sais, comme l'on parlait de Pusha T, là, comme tu m'amènes des slangs que je suis pas nécessairement au courant, tu m'amènes sur une partie de... Tu réussis à être innovateur là-dedans. C'est quand même impressionnant, c'est quand même intéressant. Tu sais, mais il faut quand même connaître ça, le rap dans ce temps-là. Il faut que tu n'aies écouté pas mal là, pour comprendre que lui, il amène quelque chose de nouveau. Tu sais, une oreille vierge, je ferais comme, c'est quoi, de quoi qu'il parle? C'est comme, mettons, le vin ou même le weed. Je dirais, tu sais, que ça prend quelqu'un qui connaît bien ça pour faire la distinction entre une bonne bière puis une excellente bière. Admettons, quelqu'un qui connaît pas bien ça, fait, c'est 2 bonnes bières. Là, c'est genre... Puis dans le rap, il y a aussi ça, tu sais, genre, c'est normal, je pense que le monde, des fois, qui connaissent pas du tout ça, fasse hey, c'est tough de voir comment tu fais pour savoir qu'un rapper est vraiment bon puis l'autre est juste bon, tu sais, comme ça. Tout ça, on dirait à l'air de s'équivaloir. C'est ça, exact. Des genres de trucs comme ça, tu cherches peut-être la façon facile de trouver, mais en réalité, c'est que c'est vraiment plus nuancé que ça. Mais c'est ça, je pense qu'en tant que rapper, il y aura toujours ce défi-là. Comme les chefs, tu sais.
si t'es capable de faire une recette fucking simple, genre, Ouais. puis que du monde qui connaissent bien le truc font, tu sais, ils Ouais, nailed ouais. it, genre. Ouais. Tu sais que ça, c'est vraiment dope. Versus, si tu leur fais une espèce de recette compliquée, vraiment tough à pull off, puis ils disent c'est bon, ben, obviously, elle était tough à pull off, là, tu sais, mais c'est ça, tu sais, comme, je sais pas si c'est comme une vérité dans le monde de la cuisine, mais j'ai déjà entendu ça, tu sais, qu'un vrai grand chef se repère à, tu sais, fais-moi une petite salade ou une petite omelette, la base, puis puis faut que ça soit. faut que ça paraisse que t'es un grand chef, tu sais, genre, c'est quand je mange ta petite omelette de base, tu sais. Mais vous, à la classe, vous avez comme, en tout cas, j'ai vraiment l'impression, je pense pas me tromper, que vous avez une grande culture niveau hip-hop. Tu sais, il y a quand même, il y a une richesse dans vos trucs. Tu sais, je trouve dans le dernier album, je sais pas si c'est des clins d'œil voulus, là, mais tu sais, mettons votre tune Kind Clean, je trouve en tout cas, il y a de quoi de Big Pimpin' un peu là-dedans. Refined Moments aussi, je trouvais qu'il y avait quelque chose de Scarface My Block, un peu, là, tu sais, ce genre de beat-là. En tout cas, je trouve vraiment qu'il y a une je trouve que, mettons, t'es un head, t'écoutes ça, tu fais comme, oh shit, c'est ça me parle, puis que si tu connais pas ça pantoute, tu peux quand même vraiment avoir du fun, puis triper. J'ai l'impression que vous êtes un des premiers groupes à aller chercher les deux types de personnes. Je pense que c'est un peu ça qui a fait votre succès. Est-ce que vous écoutez beaucoup à la gang? Est-ce que c'est quelque chose qui oui, vous a inspiré beaucoup? Chacun a comme un peu sa diète musicale particulière, mettons, je dirais. Tu sais, comme. Toi, c'est quoi la tienne? Moi, mettons, j'écoute du rap dans le char. C'est vraiment ça. Je fais vraiment beaucoup de routes. Fait que j'écoute énormément de rap dans l'auto. Mais mettons, quand je suis chez nous, j'écoute beaucoup de musique chez nous, mais j'écoute jamais du rap. Quand je suis comme. On dirait que, tu sais, m'asseoir, lire, ou genre, tu sais, je suis pas comme poser, ambiance, relax, à faire des trucs. On dirait que pour moi, ça fit pas le rap souvent là-dedans. Ouais, il y a quelque chose, une énergie là-dedans. Puis j'ai la déformation professionnelle d'être de comme un peu toujours trop écouté, tu sais, puis la misère peut-être à... C'est comme it's all or nothing un peu, tu sais. Fait que chez nous, j'écoute énormément de musique instrumentale, de la musique traditionnelle aussi, beaucoup. Je serais à la recherche d'ambiance de contemplation, d'ambiance méditative par la musique, vraiment beaucoup. Ça m'intéresse énormément. J'aime le funk aussi. Je suis vraiment un utilisateur des algorithmes, honnêtement, de plus en plus. Genre, chose que je me refusais avant, mais maintenant, là, je suis comme, tu sais, je l'admets, là, tu sais, c'est comme pour ces genres de zones-là, c'est l'Internet t'offre des genres de rabbit holes infinis d'ambiance musicale qui peuvent... C'est drôle, tu parles de funk, je pense que j'ai là en arrière. Ouais, Funkadelic, j'écoutais ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, ça a tellement été samplé par le rap, ça, c'est que ça a été... Chaque seconde, je pense, c'est tout gratté au complet, c'est fou. Totalement. Mais c'est ça qui est intéressant du rap, c'est que ça prend une culture musicale en général pour en tout cas pour les beatmakers là. Je sais pas, il y a eu une série documentaire sur l'hip-hop sur Netflix, tu l'as sûrement écouté, puis il y avait plusieurs beatmakers qui allaient tous à la même place là, fouiller les disques là, il y avait toujours des nouveaux disques pour montrer puis c'est ça, c'est la recherche de la pépite là, le petit sample, le petit truc, puis j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui méprisant entre guillemets là, tu sais, comme le sampling, c'est comme tu sais, n'importe qui peut faire ça, mais il y a un art là-dedans, mon gars. Ils voient que la facilité dans le geste, puis ils sont pas conscients de tout le côté, tu sais. T'imagines-tu même un petit sample super simple de piano, t'arrives à donner une énergie comme énorme avec ça, puis que les gens soient comme complètement galvanisés, puis que les rappers comme rentrent là-dedans comme une tonne de briques, je veux dire, c'est comme il y a quelque chose de fou là-dedans là. Puis tu sais aussi, c'est aussi se rappeler comment exactement c'est né, tu sais, parce que c'est pas comme du monde riche qui avait tous les moyens de faire plein d'autres affaires sauf du sampling, qui ont juste dit on va faire du sampling pareil, tu sais, c'est un peu justement des personnes qui ont prendre les moyens du bord pour inventer une façon de faire de la musique juste, tu sais, comme un peu avec ce qu'il y a présentement, ben c'est un peu aussi comme ça que c'est né, le sampling, le DJing, le scratching, tous ces trucs là. Fait que c'est vraiment la culture du DIY, tu sais, puis c'est une des premières musiques qui est fondamentalement technologique aussi de ce point de vut là, tu sais, que c'est du monde qui ont fuck around avec des genres de qui ont hacké des technologies existantes un peu là, pour sampler, tu sais, looper des trucs, scratcher, c'est tout un peu des trucs qui n'étaient pas nécessairement initialement meant to be avec ces objets-là. Puis c'est indissociable d'un contexte socio-économique, je pense, tu sais, genre de cette mentalité-là, tu sais, genre cette mentalité de hacking, entre guillemets, genre, que je dirais là, qui s'apparente au sampling. C'est ça que le monde oublie quand ils vont critiquer la facilité, tu sais. Mais moi je trouve que justement, c'est ce qui fait la force du hip-hop, c'est qu'il y a une urgence là-dedans. Là, c'est comme c'est des jeunes qui veulent s'exprimer, ils ont trouvé le moyen, puis comme ils ont des affaires à dire, puis c'est super important, puis il y a beaucoup d'énergie là, dans le rap. Là. Si t'es pas capable
capable de capter ça, c'est fucké quand même, parce que c'est quand même... C'est ça, tu sais, c'est une musique d'urgence, puis c'est vraiment ça que je reçois, moi, puis moi, je trouve ça délivrant, là, j'écoute du rap, c'est comme, oh my god, je peux être qui je veux, il y a quelque chose là-dedans. Ben, c'est drôle parce que moi, j'ai souvent dit que ce qui m'a attiré, entre autres, dans le rap quand j'étais plus jeune, c'est que, il y a beaucoup de musique que véhiculent des émotions, même si les genres musicaux sont très différents les uns des autres, beaucoup de genres musicaux véhiculent en fait des émotions souvent très similaires, c'est-à-dire que l'amour, comme un peu le sublime, ça peut être aussi comme le mystérieux ou le ténébreux, le dark, le triste, comme ça, mais il y a des émotions dans le rap qu'il y a très peu dans d'autres musiques, genre comme le badass. Mettons, tu sais, d'un beat, tu sais, l'émotion que dans le faire, c'est comme, tu sais, cette face-là, tu sais, c'est quoi cette émotion-là? C'est l'émotion de genre, yeah, man, shit, tu sais, c'est quoi cette émotion? C'est quoi cette émotion-là? Ou, tu sais, ou genre, tu sais, l'émotion un peu de moi plus jeune, ouais, clairement, tu sais, t'écoutais, c'est comme, ça me donne envie de me battre, ça. C'est comme un peu, clairement, ça me donne envie d'aller chier quelqu'un, là, genre, c'est quoi ces émotions-là, tu sais? Puis c'est drôle à quel point il y a des genres musicaux qui font, tu sais, c'est des émotions que tu verrais jamais dans certains genres musicaux. Puis c'est quasiment que les lyrics qui pourraient t'amener là. C'est comme quand tu réalises que la petite tune sort de folk, mettons, elle parle de genre tuer un dos, là, tu fais, oh ok, la tune est quand même hard, là, tu sais, mais c'est pas à la base genre l'ambiance qui t'amène comme à te projeter, genre, ok, je suis en train de marcher avec un bad de bass. Enya aurait de la misère à véhiculer cette émotion-là dans ses lyrics, là, quand même. Ouais, non, mais c'est vrai, tu sais, il y a quelque chose de. Mais tu sais, comme des fois, ça peut sonner négatif, la confrontation, puis ça, mais je veux dire, il y a aussi. Dans le rap, une affaire que je trouve cool, c'est l'aspect compétitif aussi. Puis, tu sais, une espèce de compétition. Moi, je trouve qu'il y a ça beaucoup à la claire, une espèce de compétition amicale de skills. Tu sais, comme tout le monde essaie de s'entre-impressionner. Là. Je trouve qu'il y a quelque chose de très. Tu sais, c'est peut-être gros, là, mais je trouve que c'est peut-être un peu le Wu-Tang du Québec, dans le sens c'est comme le All-Star. Tu sais, tout le monde essaie de s'impressionner, puis nous, on est là, puis on écoute ça, puis on est comme, cool, tu sais, on est privilégié d'entendre des de bons MC essayer de s'entre-impressionner. Il y a quelque chose de... Ça, c'est très pop, ça. La compétition. Puis je relate vraiment beaucoup à cette intuition que tu as de ça parce que, mettons, moi, quand je check dans mon parcours musical, j'ai frappé la courbe exponentielle clairement à partir du moment où j'ai commencé à passer beaucoup de temps avec les gars d'Aclair, puis que tu tombes évidemment dans cette zone-là. Tu sais, tu tombes dans la zone, tu fais, je suis en train de... J'ai le privilège de créer de la musique avec du monde dont j'étais à la base fan. Là, je suis rendu là, j'ai comme carte blanche pour créer avec eux, mais je demeure fan de ce qu'ils font, tu sais. Puis comme je suis souvent comme impressionné, puis j'ai pas envie de j'ai envie de matcher la sauce entre guillemets, tu sais. T'as envie de topper, t'as envie de topper, mais en même temps aussi vient t'as envie d'avoir le meilleur verse là, quand même. Vient un genre de avec le temps, je pense aussi que on respecte beaucoup maintenant un peu comme la capacité de chacun à comme je pense qu'on tue. Il y avait plus. Moi, j'ai le feeling qu'à l'époque, il y avait plus un gagnant sur les tracks. Puis maintenant, il y en a moins. Genre, c'est comme. Puis ça, pour moi, c'est très positif. Que, genre, j'ai l'impression qu'on s'est quasiment tous entreappris nos techniques. C'est vraiment ça que je cache. Il y a des affaires en moi qui, clairement, qui sont rendues complètement naturelles, que quand je fais, c'est genre le Maybe Watts en moi ou le Ken Lo en moi qui a fait ça. Et vice-versa, tu sais, puis à jouer le jeu aussi de s'entre-imiter, tu sais, dans Van, mettons, à déconner, tu sais, il fait une line qui nous fait rire, mais tu la redis avec son ton, etc., puis là, Fait que oui, c'est très intéressant, mais je me demande, toi, est-ce qu'en humour, il doit un peu avoir ça aussi. De compétition? Mais la volonté d'entre-impressionner aussi, de comme, mettons, tu sais, toi que tu fais un show, puis il y a plusieurs personnes dans la salle, évidemment, mais si tu sais qu'il y a des humoristes, ben tu sais, t'accordes une attention un peu spéciale à leur réaction ou à leur façon de voir ce que t'es en train de faire. Ouais. Mais tu sais, comme mettons, au bordel, c'est comme il y a plusieurs humoristes, un des endroits où on peut se rencontrer, puis on va tester des affaires, puis ça, puis il y a certains humoristes que tu fais comme, tu sais, il y a une loge en haut, puis il y a des humoristes qu'on descend, il y en a d'autres qu'on descend pas, Quand les gens descendent, aller écouter, puis essayer d'apprendre des affaires, puis de voir, c'est comme, qu'est-ce qu'il a proposé, c'est là qu'il y a ça, j'imagine, mais tu sais, en même temps, c'est plus... comment je dirais bien ça? C'est plus difficile d'être dans une compétition plus amicale. Il y a quelque chose quand même de... C'est une compétition aussi commerciale, entre guillemets. Ouais. Non, puis tu sais, tout court... mais il y a ça quand même. Tu sais, t'es comme, c'est moi qui rentré le plus fort à soir. Tu dis ça quand même, mais ce qui est un peu absurde, ce qui n'a pas rapport à quelque part, parce que, je veux dire, une connexion avec un public, c'est
je veux dire, moi, j'ai des bits, là, mon gars, que je peux tout arracher puis battre n'importe qui, là, en guillemets, là, n'importe quel humoriste dans un certain contexte avec certains publics. Puis le même bit devant plein d'autres publics, je me plante puis je suis le pire, tu comprends? Je veux dire, c'est vraiment une affaire de sensibilité de certains publics. Fait que c'est pas nécessairement bon d'amener ça en humour, je trouve. Là, si tu veux comme garder, quitter... Je pense que si tu rentres trop dans ce genre de compétition-là, ce que tu vas faire, ce qui va arriver là, éventuellement, c'est que tu vas être de plus en plus mainstream, avoir de plus en plus de quoi qui va toucher tout le monde, qui fait en sorte que tu peux toujours tout arracher dans tous les contextes. Puis moi, dans ce temps-là, ces humoristes-là, c'est pas nécessairement ceux que je trouve le plus intéressant dans la mesure où ils sont pas dans leur unicité à eux autres, ils sont dans une espèce de performance, de plaire. La grosse sauce. C'est tout le temps que ça va être la cinquième vitesse. Je respecte ça aussi. Là, je trouve que c'est un art aussi, puis c'est vraiment intéressant, puis ça en prend. Ça prend les gros humoristes mainstream pis ça, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Fait que moi, si je rentre en compétition avec ces gens-là, je vais devenir ça de plus en plus. Puis j'ai jamais eu l'intention d'être ça. Fait pour vrai, moi, des fois, j'ai genre une fierté à pas me planter, mais comme que ça marche moins devant certains publics, mais que je les confronte dans leurs valeurs, dans leur manière de voir les choses, puis que je le sens qu'ils sont pas à l'aise, puis que je suis quand même allé les chercher, les récupérer, mais tu sais, c'est pas le hit de la soirée, mais moi, j'ai vécu quelque chose avec eux autres. Moi, je prends fierté à ça. Mais ouais, c'est ça, c'est complètement différent. Si j'étais dans un band d'humoristes, probablement qu'il y aurait ça de manière plus saine. Mais ce qui est particulier dans un band, c'est que quand il y en a un qui fait un sacré bon coup, mine de rien, le mérite te revient aussi. C'est ça qui est fucked up, tu sais, parce que genre... Mais il y a quelque chose dans les c'est comme un peu genre, mettons, un des boys a tué ça sur le track, puis là, le track devient comme ça marche, tout le monde aime le track, c'est comme c'est le track dans la claire, tu sais, c'est comme, hey, tout le monde dit, hey, ton nouveau track est nice, je suis comme, c'est même pas moi qui rappe dessus, tu sais, je suis même pas sur le track, là, tu sais, mais yo, merci, tu sais, mais tout ça vous fait en sorte que tu seras toujours content quand il y en a un qui le tue encore plus, parce que c'est juste comme, c'est à nous, ça. Mais il y a quelque chose de particulier, par exemple, dans le hip-hop, c'est qu'il y a des featuring, des fois, c'est pas nécessairement comme ton band, puis j'ai, en tout cas, moi, d'une vision extérieure, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de compétitif dans ce temps-là. Tu sais, quand tu vas faire un featuring sur la track de quelqu'un, en tout cas, les Américains, là, quand je check ça, tu vois qu'ils veulent, là, genre, moi, je vais t'enterrer. Puis là, il y a une compétition. Il y a un des classiques là-dessus, je trouve, c'est Kendrick Lamar avec The Game. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, The Game. Il l'a invité sur une track, puis, man, Kendrick, il détruit ça. C'est pré-Kendrick là, qu'on connaît, là, comme il était moins connu, et il t'assassine ça, cette track-là, puis ça paraît pas bien pour The Game à la limite. Parce que lui, en plus, dans son verse, il se vante qu'il est un des 5 meilleurs rappers au monde, puis là, comme le verse d'après, il se fait enterrer complètement. Mais il y a quelque chose, il y a cet aspect compétitif-là quand même. Il y a un peu de diplomatie peut-être à avoir des fois sur des trucs comme ça, tu sais, de comme... genre... Ça dépend, vois-tu, tu sais, le but du featuring est de comme, parce qu'il y a ça, cette zone-là, tu sais, est-ce que ton but c'est de faire la meilleure chanson possible, puis de comme ajouter ou shiner toi, tu sais, puis tu sais, admettons, je trouve l'analogie par rapport au basket est bonne, tu sais, c'est comme, tu sais, le teamwork ou le star player shit, les deux font gagner des championnats. Là, c'est juste que c'est une approche différente. C'est vraiment une approche différente. Mais moi, mettons, je me considère très chanceux d'avoir comme commencé dès le départ à work en équipe, en fait. Parce que je trouve que c'est comme une richesse qui se relance sans fin. C'est comme le syndrome de la page blanche, admettons, à 6 personnes, ça se peut comme pas. Je pense que non. Du monde, j'ai jamais vécu avec la claire. Mais comme il y a comme un peu la notion que t'as même pas le temps de te demander. C'est plus la to-do list ou du brainstorm est toujours en train d'être comme... quasiment abusé là, tu sais, c'est comme puis pour moi il y a quelque chose de même une dynamique sociale qui dépasse, mettons, un groupe de musique, tu sais, prends 2 personnes ensemble, souvent quand t'es à 2 personnes, tu vas des fois avoir des sujets de conversation un peu plus profond ou plus sérieux. Rajoute une 3e personne, déjà tu vois une petite dynamique, rajoute 4, 5 à 6 personnes, honnêtement, je veux dire, ça peut get real deep, mais il va toujours un peu avoir la notion de l'esprit de gang, même dans un deepness, fait qu'il y a toujours un peu la notion, il y a quelque chose de ludique à être
six amis ou genre. Ouais, tu penses que c'est pour ça qu'il y a eu autant cette notion d'humour avec À la Claire que. Je pense que oui. Puis même les gros bands de rap, mettons même le Wu-Tang, c'est très humoristique, le Wu-Tang. Ouais, c'est comme on amène le 9 gars dans le studio Shorel en train de fumer des battes qui font des tonnes qui parlent de pouvoirs magiques, de Shaolin Kung Fu. Les gars ils sont en train de déconner entre eux, puis ils s'inventent plein d'inside. Puis leur référence à voir que ces inside-là, ce soit pas juste une psychose seule dans ton coin, ben c'est que l'autre main il se dit la même affaire que toi. C'est confirmé. C'est ça, exact. Puis tu te mets à utiliser ces mots-là pour vrai, puis tu vas à monnaie, oh shit, l'inside est devenu fucking réel. Là, c'est comme... Puis c'est ça qu'on vit avec À la Claire, je pense. Comment que t'écris, toi, tes raps? Est-ce que tu l'écris tout sur papier ou ça reste dans ta tête? Ou tu sais, il y a plusieurs manières d'écrire, là, je sais que, mettons, Jay-Z, il écrit pas, là, comme c'est tout dans sa tête, ce qui est quand même fucked up, là, mais je pense que lui, c'est parce que il était vendeur de drogue, puis pour se désennuyer, il écrivait des lyrics dans sa tête, puis à un moment donné, comme il est devenu... Mais tu sais, mettons, je sais pas, le Tupac aussi, je pense que c'était beaucoup dans sa tête, mais toi, est-ce qu'il faut tout que t'écrives, ou c'est vraiment, c'est-tu très précis? Y a-tu des gars qui vont freestyle, ou... Moi, j'ai des techniques assez différentes, en fait. J'écris comme... Il y a une couple de tunes que j'ai fait, no joke, un peu par défi, mais aussi un peu par comme que je constatais que j'étais rendu capable de le faire, d'écrire dans ma tête. Il y a une couple de tunes ça, que j'ai fait ça. Mais ça implique une écriture un peu plus prolongée, c'est-à-dire que le texte existe un peu dans ma tête pendant un bout de temps. Plus longtemps, il faut qu'on incube ça, tu sais. Exactement, ça fait que c'est comme un peu aussi l'apprendre par cœur en même temps que tu l'écris, tu sais. Tu rajoutes une line, puis là, ça continue, tu sais, tu continues à l'apprendre un peu comme ça. Je pense que peut-être une dizaine de tunes ou de verses que j'ai fait un peu à travers le temps, ce qui est pas énorme, là, tu sais. Mais la plupart du temps, je reviens quand même au bon vieux, je me mets un beat en loop, puis pendant un genre de 30 minutes, je suis vraiment en genre de transe d'écriture. Puis quand j'écris seul, des fois j'écris beaucoup plus longtemps, tu sais, puis je deviens très perfectionniste dans des mini détails, des trucs comme ça. Mais avec À la Claire, particulièrement moi puis Watts, on a vraiment souvent on va quand même vite dans l'écriture, surtout quand on est en groupe là. Genre on met un beat, man, puis comme Watts, il est imbattable sur ça. Il a déjà écrit des affaires qui sont, tu sais, que rien n'est changé par la suite là, en comme 1 minute et demie. Là, c'est de l'écriture automatique. Total, là, tu sais. Mais il a fait des affaires, mon gars, là, tu sais, c'est dur à croire. Fait que moi aussi, j'ai pas fait des affaires de vomi absolu en 1 minute comme ça. Mais tu sais, j'ai déjà écrit des 16 bars en 10 minutes. Mais là, vous êtes rapide quand même. Moi, en tout cas, j'ai catché ça avec votre affaire de Ginette Renault. C'est parce que moi, je l'ai entendu live là, pour replacer les gens en contexte. Ginette Renault était à Medium Large, ça? Je pense Medium Large, ouais. Elle était à Medium Large en entrevue, là, tu sais, puis elle fait une entrevue super punchée, d'ailleurs. Si vous voulez écouter ça, Ginette is the shit, là, comme elle raconte plein d'anecdotes, puis comme elle est en feu, puis elle est cool, tu sais, comme je trouve que spirituellement aussi, elle dit des trucs intéressants. Elle est vraiment nice, Ginette. Puis là, à un moment donné, il demande, tu sais, y a-tu quelque chose que t'as jamais fait, que t'aurais aimé faire? Puis elle fait comme, une tonne de rap, tu sais, j'aimerais ça être sur un rap, puis ça. Puis là, je sais pas si c'est Fred Lambert ou Pascal Lévesque qui propose, mais À la Claire, ça fitterait À la Claire, tu sais. Elle a pas l'air de savoir c'est quoi. Non, elle savait manifestement pas c'était quoi, c'est excellent. Fait comme, whatever. Puis bref, c'est venu à vos oreilles, puis le lendemain, je pense, c'est le lendemain. Si je me trompe pas, c'est le lendemain. C'est le lendemain. C'est le lendemain, je m'en rappelle, c'est le lendemain. Okay. Vous avez fait une track. en France, fait que moi, le décalage m'a un peu fucké là-dessus. Mais comme, vous avez fait ça en combien de temps, finalement? Ça a pas pris de temps, là? Non, on l'a fait, je pense. Est-ce qu'ils vont ensemble déjà ou c'est on était en tournée en Europe. Fait qu'on a comme... on pogne la notif. Un de nous pogne la notif via les réseaux sociaux que cette affaire-là est arrivée. Puis là, le brainstorm commence tranquillement. Une couple d'heures dans la journée, c'est comme on commence à jaser, tu sais que ça serait drôle de le faire. Puis là, éventuellement, on s'est juste ramassé que après le show, on jouait, je pense, à Neuchâtel à ce moment-là. Puis après le show... Villepeur avait comme travaillé sur un beat entre le soundcheck puis le show dans le backstage. Il travaillait sur un beat avec Z-Fonts. Puis après le show dans le backstage, je dirais qu'après on a comme bumpé le beat dans l'eau pour s'y bien écrire dans le backstage. Puis on est allé dans Van tapé parce qu'on avait comme besoin de l'environnement de type booth. Puis on a tapé le soir même dans la van. Puis le lendemain, Louis Nick, Villepeur qui est rendu
peu insane sur le level de DIY geekiness de cell phone. Il a fait lui-même le vidéo, là, tu sais, c'est comme de Ginette dans sa cage de la grosse. Fait que c'est ça, c'était du fait maison en 24 heures sur la route en Europe. C'est fucking bon en plus, là. Tu sais, moi, j'étais vraiment impressionné. Je suis ok, les gars, ils travaillent rapidement quand même, là. Fait que, ouais, c'est cool ça. Vous avez cette énergie-là quand même, cette espèce de désir Parce que moi j'étais comme, tu sais, s'ils le font, ils vont faire ça comme 3 mois plus tard, puis on s'en rappellera même plus. Mais non, le timing aurait été poche, là, ça aurait comme été tellement... C'est-tu venu aux oreilles de Ginette, sais-tu? Oui, alors, il y a actually une entrevue où elle se fait montrer le truc, tu sais, qui est comme, tu vois, qui est comme, moi, j'ai eu l'impression... Je suis sûr que sa vision du rap, c'était pas tant ça. Non, je suis sûr que c'était plus genre dogmatique, justement. Ouais, je pense aussi, puis je pense qu'il est comme... J'ai plus vu son brain faire « Hey man, c'était 2018, c'est fucké », tu sais, c'est comme... J'ai comme dit un truc... J'ai rien compris de ce qu'ils ont dit. J'ai comme dit un truc qui me semble hier ou avant-hier, puis c'est comme « What the fuck », tu sais, c'est comme... C'est très drôle. C'est très drôle, ça. Fait que vous avez réalisé un rêve à Ginette. C'est cool, ça. J'espère qu'elle regrette pas cette chanson. Je pense pas qu'elle l'écoute tous les jours, par exemple, mais je me demandais, man, ça vient d'où ça, ton personnage de Robert Nelson? Tu sais, cette manière de parler là, comment c'est apparu, ça? T'as toujours rappé comme ça? Depuis le début que tu rappes, c'est comme ça? Ou c'est comme... Non, vraiment pas. En fait, tu sais, c'était... mettons, la tune Pile Comprise, qui est comme une des plus vieilles tunes dans la claire, ça, c'est pas mal mon verse là-dessus qui commence le track. Ça montre pas mal, ça illustre où j'en étais quand j'ai vraiment commencé à faire la tune avec la claire. Puis l'album Le Roué c'est moi aussi, tu sais, qui est une prolongation de ça. Puis le personnage est un peu apparu vraiment avec... comme le deuxième album, Les Maigres Blancs, puis mon projet solo, Les Filles du Roué, que j'avais fait avec Kate Ada, qui à l'époque s'appelait Kate Damas. En 2012, un petit EP, là, tu sais, puis on était, tu sais, comme lui, il commençait, avec, je pense, 18 ans, il faisait des beats, je le trouvais vraiment bon, mais tu sais, il était pas connu zéro, là. Puis là, Dieu sait qu'il l'est. Dieu sait qu'il l'est. Puis. Je savais pas, man, que t'avais fait un truc avec lui. Ça, c'est une affaire qu'on parle pas assez souvent, là, tu sais. Le succès de Kate Renada, là, c'est insane, c'est énorme, là. C'est comme un des plus gros artistes québécois, en fait, point barre, là, tu sais. Ouais, point barre, ouais. Dans les nouveaux, là, dans les émergents. Là, tu sais, dans les gens qui font des trucs d'actualité contemporains, qui ont un impact comme on parle pas de Céline, là, mais non, c'est ça, mais c'est plus les années 90, là, tu sais. Tu sais, qui ont un impact dans ce que du monde... Dans la culture actuelle, ouais. La culture actuelle, mais internationale, là, tu sais. Tu l'as connu comment, ce gars-là? De ce que je comprenais, c'est un gars vraiment dans son garage, là. Il y a Heartbeat à l'époque, je sais pas si t'avais entendu parler de ça. Il y avait comme c'était des soirées où il y avait des gatherings de beatmakers. C'était comme un peu. Lui était allé là, puis il était comme dans les premiers invités ou genre dans les premiers comme jeunes beatmakers de Montréal qui avaient comme le goût un peu de se pointer dans ce type d'événements, montrer ses beats, puis comme participer un peu à cette... Est-ce qu'il se démarquait déjà beaucoup? Ou... Moi, je trouvais que oui. Puis c'est vraiment comme ça. Moi, j'étais là, j'avais entendu ses beats, puis je le connaissais pas. Je disais, c'est dans mes dope tes beats. Puis là, j'étais allé sur son Bandcamp, puis j'ai écouté comme 2-3 de ses affaires qui avaient sorti. Moi, j'avais écrit sur email, j'ai dit, yo, tu sais, comme, c'est vraiment drôle, là, cette histoire-là, parce que comme à l'époque, j'étais comme, entre guillemets, plus connu que lui. Lui, il était pas connu. Moi, j'étais comme un rapper dans un groupe qui existe. C'est comme moi. Mais c'est moi. Ben, c'était un peu ça, entre guillemets. Puis, tu sais, le revirement de situation par la suite de réalisé par la suite de ce qui est devenu. Je trouve ça. Tu es les premiers à avoir travaillé avec lui? Ou... Ouais, pas mal, en fait. Genre, clairement, surtout pour quelqu'un qui était. C'était pas mon ami, tu sais. Genre, on est devenu amis par la suite parce que le gars, il est super chill. Encore en contact avec lui? Pas de façon comme on hang out pas, comme on prend pas du temps pour ça, mais chaque fois qu'on se voit, on est super content de se voir parce qu'on a comme on a partagé ce projet-là. Puis tu sais, c'était en effet, je pense que c'est probablement une de ses premières expériences, sinon sa première de travailler avec quelqu'un qui est comme un peu un inconnu, mais qui relate juste sur la musique, qui contact en mode genre yo, tes beats sont malades, c'est très cool ça. Fait que ça, je trouve ça drôle, tu sais, je suis content de me dire, ok, j'ai peut-être un petit talent de scouter, tu sais, dans le guillemets, tu sais, dans la mesure où je me dis, bon, c'est lui que j'ai choisi pour comme beatmake mon petit projet à ce moment-là. Ouais, c'est un bon choix quand même, c'est quand même bon pif, bravo. Mais ouais, pour en revenir à Robert Nelson. Robert Nelson, ben c'est ça, c'est comme quand tu sais, le premier projet de la Claire 499, on parle pas de Bas-Canada, puis c'est juste pas présent, tu sais. C'est vraiment paru par la suite. Mais on parlait de post-Trigodon dans le temps avec 499. Puis ce que ça a fait, c'est que dans plusieurs entrevues qu'on a fait,
les journalistes nous emmenaient un peu malgré nous sur le chemin de la revendication souverainiste, mais comme on disait tantôt, d'un point de vue plus comme un peu à la loco-locasse, je dirais. Ce qu'on connaît de... Puis on trouvait ça un peu absurde parce qu'on était comme, il y a tellement pas de contenu comme à proprement parler de politique sur l'album de 99. C'est comme, il nous sortait comme littéralement la question, fait que vous, avec l'ensemble, êtes-vous un band souverainiste? Mais c'était comme un pourquoi? peu... Pour aucune raison? Ben, on était juste comme un peu, nous, on avait vraiment le feeling que les questions venaient de nulle part. Tu sais, genre, c'est juste pourquoi poser comme Puis c'est juste parce que on déconnait avec l'idée de décrire notre musique comme du post-rigodon, tu sais, puis que pour nous, c'était comme c'était plus un jeu de... Justement, c'était pas une façon de genre, comme assumer un gros layer politique, mais trop pas, là. Fait que, mais eux, il y a l'impression que oui, tu sais, puis ça a comme été une gossette, entre guillemets, assez rapidement, mais entre nous, tu sais, on sortait des entrées, puis on était comme... Ça comme par rapport, what the fuck, genre. Ouais, c'est ça qui est drôle, les médias, ils choisissent un narratif. Oui, là, tout à fait, 100%. Il faut que tu y obéisses, là, puis t'es comme, mais non, mais vraiment, tu sais. Puis c'est comme ça qu'est né le Bas-Canada. Okay. Le Bas-Canada, c'était comme un peu, on était dans le brainstorm, mais qu'est-ce qu'on fait à l'avenir pour comme un peu pas que ça se passe, t'sais? Puis là, moi, pas longtemps après ça, j'étais genre chez nous, man, puis je checkais un documentaire sur l'histoire du Québec, puis je tombe sur un passage sur Robert Nelson, puis là, je fais, hein, tu sais, je connaissais quand même bien, j'ai des bonnes bases en histoire québécoise, mais je me disais, tu sais, c'est un personnage occulté de l'histoire du Québec, Robert Nelson, littéralement, là, tu sais. Puis je check ça, je fais qu'il a fait une déclaration d'indépendance, tu sais, genre, il était comme il s'est autoproclamé président, tu sais, genre de personnage farfelu, capoté, je suis comme, what the fuck, tu sais. Puis là, je vais parler de ça au gars, puis là, je leur parlais de quelque chose que j'avais vu ce documentaire, puis j'étais comme... Pour moi, c'était comme une blague d'entrevue. C'était comme, hey, à l'avenir, la prochaine fois que quelqu'un nous demande ces questions-là, nous, on dit juste, nous, là, tu sais, on habite dans un pays qui s'appelle le Bas-Canada, qui a été déclaré indépendant il y a 1838. Next fucking question. Là, c'est vraiment ça. Là. Genre, dire oui, mais non à la question. Tu sais, comme. Tu sais, clin d'œil. Fuck ta question. Tu sais, oui, mais tu sais, on s'en calisse de la question. Tu sais, genre un peu comme. Mais là, après ça, tu t'appelais pas Robert Nelson. J'imagine que c'était quoi ton nom de rapper? C'était Ogden. C'était juste vraiment ça. Okay. Puis là, le Bas-Canada est arrivé comme ça. Puis là, c'était comme une joke qui a commencé un peu à avoir une traction entre nous. Tu sais, d'utiliser la feuille à l'envers. On a fait le show des Franco avec comme les gilets I Love Bas-Canada. Puis là, moi, une amie m'a fait le drapeau. Puis là, ce qui était peut-être un peu comme une espèce de DA temporaire pour une petite phase, je pense comme ça qu'on le vivait, mais j'étais très motivé par ça, puis que je mettais beaucoup de l'avant la suggestion de le faire. Fait que là, les gars, on peut commencer à m'appeler Robert Nelson. Ben, c'était, OK, le Bas-Canada. OK, t'es littéralement rendu le Bas-Canada rendu là. Puis là, c'était comme un peu, les gars m'ont imposé quasiment le surnom Robert. C'est pas moi qui ai dit, hey, dorénavant, je suis Robert Nelson. C'est eux qui ont commencé à m'appeler Robert Nelson. Puis le personnage, c'est vraiment un peu comme... tu sais, comme tu sketches avec des chums, tu sais, du monde d'impro, du monde de théâtre, ou du monde d'animaux doivent tellement faire ça. Un de tes amis a un personnage, puis il sort souvent, mais moi, j'avais un peu ce personnage-là de gros tata, genre... Puis tu le sors dans des contextes qui sont pas de la musique, puis là, à un moment donné, tu fais, hey, ben, what if je le faisais rapper, tu sais, genre, puis là, tu le fais, puis là, tu vois qu'au début, la première fois que je l'ai fait, c'était crissement pas convaincant, c'était vraiment fucké, là, ça semblait une très mauvaise idée de poursuivre dans cette direction, mais à un moment donné, tu le fais, puis là, les autres aussi, tu sais, tout le monde a la face des yo, c'est fucked up, mais c'est drôle, là, genre, il y a quelque chose qui se passe, tu sais, puis je pense que j'avais besoin de nouveautés dans le fait de rapper, ça faisait déjà 10 ans que je rappais, puis j'avais besoin peut-être de sortir, de brasser ça. Puis je pense que tout le monde à la Claire a vécu ça. Puis à la Claire est venu répondre à ce besoin-là de comme territoire d'exploration permis, total, carte blanche, fais ce que tu veux. Ton nouveau tank, c'est que t'as un personnage qui parle avec une voix vraiment fucked up. Ok, on se calisse, let's go. T'sais. Écoute, moi, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça fucked up. J'ai trouvé ça hilarant, mais en même temps, mais c'est ça qui est particulier, c'est que honnêtement, je pense, si t'avais pas eu les skills pour backer ça, ça aurait juste été whack, là. Tu sais, comme le gars, il a une voix weird. Mais là, tu sais, il y a ça, il y a ce personnage-là, c'est comme drôle. Puis en plus, t'as vraiment des skills, tu sais, t'as des skills de haut niveau quand même, niveau rap. Fait que là, ça fait comme, what the fuck, tu sais, je suis supposé de rire ou juste comme trouver ça vraiment bon. Il y a vraiment quelque chose de particulier là-dedans que j'avais... En fait, j'ai jamais entendu ça nulle part. Puis on s'entend que le rap, oui, là, il y a quelques groupes qui ont eu de l'humour un peu, mais en général, c'est pas tant bienvenu tant que ça, l'humour dans le rap. Vous avez été pas les premiers là, à faire ça, mais tu sais, comme...
on écoutait ça comme, ok, c'est drôle, mais les gars ont vraiment des skills en même temps. C'est comme, c'est weird, tu sais, quand même, mais ça passe finalement. Ça devrait pas passer tant que ça, mais ça. Mais moi, ceux qui m'ont beaucoup inspiré quand j'y repense, là, c'est vraiment quand tu check, admettons, Old Dirty Bastard. Ouais, il y a quelque chose. Vraiment, il y a la notion de, tu sais, que Ouais, le personnage humoristique, c'est le main thing, là, quasiment de son Slim Shady, même. Eminem avant. Digital Underground. Ouais, aussi, clairement. Puis... Ça a été ça un peu aussi, je me rappelle pas de son nom, comment il s'appelle, là, mais bref, il a parti un personnage, le Humpty Hump, là, puis ça a full pogné, puis le gardé. Quasimodo de Madlib, tu sais, qui, quand il pitch up sa voix, tu sais, il y a une couple de personnes qui le font. Même Busta Rhymes, je dirais, à certains égards, comme un peu eu pendant longtemps comme un peu la voix du gobelin là, du personnage un peu comme je disais tantôt, Slim Shady, avant de virer comme plus Eminem, Marshall Mathers, pour moi Slim Shady c'est quand même vraiment un personnage là, comme... Puis ces gars-là ont des gros skills, comme tu peux pas. Mais même si comme t'es tu un l'as dit, head, là, t'as pas le droit de faire comme c'est cave. Il faut quand même que t'apprécies. T'es comme non, ok, le gars il sait ce qu'il fait quand même. C'est ce qui fait que c'est un pari risqué aussi. Parce c'est vraiment un pari risqué. Il faut avoir des bases pour faire ça. Là. Puis moi, je me le suis fait dire par certains amis. Il y a du monde qui aime moins ça. Puis c'est normal aussi. C'est comme un peu dès que tu vas un peu dans quelque chose d'un petit peu plus fine-tuné, il y a du monde qui embarque 2 fois plus, il y a du monde qui embarque 2 fois moins aussi. T'sais. Puis moi, j'ai des chums à un moment donné qui m'ont dit, comme, il me semble, j'aimerais ça, t'entendre rapper à nouveau avec ta voix normale, qui est plus grave, plus normale, puis qui vient avec un type de propos différent aussi. Puis c'est pour ça aussi qu'après comme en 2012 puis 2015 16 ou environ ça, je faisais presque exclusivement le personnage de Robert parce que c'est ça que j'avais aussi envie de faire. Puis à un moment donné, il est arrivé un moment où j'ai comme senti que ok, genre le moment est venu pour que ce personnage-là devienne un outil dans la boîte à outils, qui ressort quand je sens le besoin de le sortir, mais que c'est pas par défaut, c'est sûr que je le fais sur le track, vraiment pas. Puis la transition, c'est comme commencer à se faire un petit peu. Puis là, tu vois, sur les 2 derniers albums d'À la Claire, il y a plus de tunes où je rappe un peu plus comme je rappe en fait avec ma vraie voix, plus que la voix super nasillarde du personnage. Mais je conserve le nom Robert Nelson, mettons, peu importe maintenant si je fais ma vraie voix ou pas. T'sais. Mais quelque chose de plus sérieux quand même dans le dernier album d'À la Claire, Puis que moi, personnellement, j'étais quand même content de ça parce que ça fait, tu sais, je veux dire, je vous suis depuis longtemps puis je trouve ça bien le fun puis ça, mais j'ai l'impression qu'il y avait des gens qui ne prenaient pas nécessairement au sérieux comme ils rappent, font un peu n'importe quoi, c'est funny, tu sais, ils ont un projet cute, le funny. Puis c'est un album que en tout cas, j'ai eu l'impression que vous avez vraiment mis votre pied à terre comme non, nous, on a des skills puis on veut le démontrer, là, tu sais, puis il y a quelque chose, c'est ça, il y a de plus sérieux, il y a pas beaucoup il y en a un peu quand même l'humour dans le dernier album, mais c'était-tu vraiment volontaire de que ce soit un petit peu plus sérieux, c'est juste venu naturellement? Un petit mélange des deux, je dirais, plus naturellement que volontaire, mais il y a eu peut-être un peu la zone aussi de comme, tu sais, t'arrives au énième album de groupe, tu sais même plus, là, tu sais, comme techniquement le 5e officiel, mais il y en a eu plein d'autres, là, puis plein de tournées, puis à un moment donné, tu sais, tu faut aussi que tu te dépasses ou que tu te surprennes par rapport à toi-même. Fait que je pense que même par rapport à nous, c'était comme, ok, essayons de faire de quoi qu'il y ait une cohésion plus grande que d'habitude ou plus grande que tout ce qu'on a fait à date. Puis pour se donner, étant donné qu'on a été aussi beaucoup dans l'humour dans le passé, je pense que c'était comme c'était une façon aussi de varier la palette même pour nous-mêmes dans le processus de création, de comme s'attaquer à des thématiques ou à des sons ou à des façons de rapper qui sont moins humoristiques, tu sais, comme un peu switch la diète aussi, là, tu sais, de genre pas tout le temps comme juste revenir avec la même formule, là, tu sais, puis ça c'est un des trucs que j'aime dans la classe, c'est qu'on ressent pas de crise identitaire si jamais on est comme un peu en train de s'en aller dans une autre direction. C'est juste, c'est ça pour le moment, puis who knows qu'est-ce qui va arriver dans 2 ans, peut-être. Fait que mais oui, je le décrirais comme ça, clairement, l'album le plus sérieux. Ouais, mais en tout cas, moi, je trouve que ça marche en crise, là, puis là, bon, je vais dire de quoi qui est huge, mais c'est mon opinion, fait qu'allez chier. Si vous êtes pas d'accord, écrivez vos petits commentaires, mais moi, je trouve que c'est le meilleur album de hip-hop québécois de l'histoire. J'ai vraiment trouvé ça. Mais je trouve que c'est comme c'est tellement riche, c'est fait avec finesse, c'est varié, je trouve que c'est une belle culmination de où est rendu le rap au Québec. T'sais, je veux dire, moi je le suis pas depuis le début, mais quand même j'ai vu l'évolution. Là, je t'ai dit, j'ai vu Acrophone, là, j'avais 16 ans, là, fait que j'ai comme ok, on est rendu là, on est rendu à ce niveau
de talent-là. On est rendu à ce niveau de production-là aussi, là, ça sonne bien. Puis tu sais, il y a des petits clins d'œil aussi que moi, tu sais, je veux dire, le pied sur le gaz, là, c'est un peu comme un throwback acrophone, un peu le clin d'œil, là, je trouve. Là, Ok, en tout cas, ouais, moi, je l'ai filé comme ça, là, tu sais, comme l'espèce de vibe, tu sais. Mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé qu'il y a des beaux essais, vous essayez de switch up bien des affaires, vous essayez de vous améliorer là-dedans, de grossir la patente. En tout cas, moi, j'ai vraiment trouvé ça trippant comme album. Est-ce qu'il y avait une pression par rapport à cet album-là, vu que le précédent, c'est pas mal ça qui a fait en sorte que ça blow up, là, votre truc, là, qui vous a mis à l'avant-plan dans les médias? Ben, le dernier avant les Frères Cueilleurs, c'était lui qu'on avait le plus travaillé, je dirais, comme on avait comparativement aux autres. Fait que là, puis c'est aussi lui qu'on avait un peu approché le plus comme sérieusement, comme avec un travail plus, justement, plus étendu dans le temps. Fait que là, lui d'après, c'était comme si on sentait qu'il fallait le faire encore plus dans cet esprit-là. Puis là, c'est clairement l'album, le dernier Sens des paroles, l'album de la Claire qui a été le plus travaillé et retravaillé. Puis comme que c'est pas un album de premier jet, là, vraiment pas. Fait que c'est comme... Fait que ça, c'est... Je sais pas, c'est peut-être un mélange de pression, mais aussi de professionnalisation aussi, tu sais, de comme... commence à faire un bout qu'on fait ça, puis tu t'as pas envie de juste de dire que tu veux toi-même observer une progression là, dans les standards que tu te fixes. Puis je pense qu'on vit tous avec l'étrange sensation en tant qu'artiste là, de tu veux avoir le sentiment en réécoutant tes shit 2 ans plus tard que c'est un peu de la merde, idéalement. Tu veux, je suis tellement rendu ailleurs. Là, tu veux ça. Fait qu'en même temps, c'est comme pendant que tu crées, tu te dis, OK, mais comme c'est quoi mes marges de manœuvre pour pousser la sauce plus loin? Puis une des marges de manœuvre que tu as, ben oui, c'est de travailler plus longtemps, genre même des fois l'aspect quantitatif, c'est quand même un truc là, de genre tu dis, OK, mais j'ai pas souvent pris autant de temps pour retravailler. Faisons-le, ben ça c'est une des façons de se dépasser aussi, en dehors du coup de génie, qui des fois lui peut être juste comme spontané puis freestyle. Mais ça tu peux pas vraiment le contrôler non plus. Exact, tu commences pas à essayer d'emprisonner ça parce que puis là ça me fait passer, c'est drôle parce que peut-être qu'il y a du monde out there que leur seul référent à la Claire, puis il y en a de plus en plus là, que c'est ça que c'était. Hey, c'est le band ça que c'était, mais quand le monde nous aurait vu dans le studio quand on a fait ce tune là. T'sais, on avait l'impression d'avoir fait une des pires tunes de notre répertoire. Puis que on clairement, c'était comme un peu. On se demandait même si on n'était pas convaincu que ça s'en allait quelque part. Aucune chance là, dans nos têtes que ça allait être comme la plus grosse tune ever du band, puis que ça allait comme ouvrir des portes en France, puis faire, c'est comme... C'est weird ça, je veux dire que ça te fait pas peur un peu à la limite que genre on a niaisé puis là ça connecte là, genre en direct, c'est comme what the fuck, quand tu le comprends pas toi-même, je veux dire mettons Lisa Leblanc, là, tu sais, Ma vie c'est de la merde, aussi, elle a fait ça comme juste de même, elle s'en calissait, là, ça pogne, puis elle est comme, mais moi, c'est pas tant que ça que je fais. C'est pas ça, toi. Non, mais il y a quelque chose de fucké là-dedans, des peurants, là, tu sais. Ben, oui, surtout si t'as l'impression que tu follow-up. Même moi, à la limite, là, genre, j'ai été connu pour, tu sais, ma joke, là, genre, check mes pipes, tout ça, je veux dire. C'est comme moi, ça c'est moi genre qui fait une impro à un moment donné dans un bar, là, tu sais. J'avais une joke sur... genre des douches là, qui sont dans un bar. Puis là, à un moment donné, je fais comme crime, je me suis imaginé qu'est-ce qu'ils se diraient ces gens-là, puis j'ai juste dit de la merde, n'importe quoi. Puis là, ça a tellement marché fort que je l'ai gardé. Puis ça, c'est devenu un bit, là, mais c'est moi qui dis n'importe quoi. Là. Je veux dire, genre, j'ai des skills de joke writer, là, mais ça, on s'en calisse. Quand tu dis n'importe quoi de manière comme d'improviser, c'est là que ça fonctionne. C'est épeurant quand même, parce que t'es comme, je pourrais pas reproduire ça parce que c'est pas ce que je fais. Mais c'est épeurant si t'as l'impression qu'il faut que tu le fasses. Parce que genre, mettons, pour vrai, là, tu m'aurais dit genre, sur l'album d'après, comme, faut refaire un socket-là, comme ça. Et honnêtement, là, je pense que ça aurait été comme... c'est lourd. C'est lourd, là, tu sais. Là, je me mets dans la peau des bands qui ont vécu ça, mais à un niveau, là, genre. Tu sais, nous, on a eu peut-être. Genre, une chance qu'on a sorti plein d'affaires avant ce que c'était, tu sais, comme dans pas être enfermé dans, genre, tu sais, comme. Tu sais, quand ton premier single, c'est ton plus grand hit, ça peut être fucked up, j'imagine. Ouais, j'imagine. Mais ouais, non, jamais, je pense qu'on voudrait se donner
T'imagines-tu le brainstorm de ça, là, le prochain, ça, que faut de trouver comme l'autre expression. Là, c'est comme tellement cheap, ça devient automatiquement super cheap. Ouais. Mais c'est réel parce qu'il y en a qui sont capables de le faire. Mais ils sont capables de répéter toujours à peu près la même affaire, puis que les gens sont comme ouais, c'est une variation de ce que j'aimais. Yeah. Ben, c'est surtout aussi parce que mine de rien, ce que c'est la tune qui a fait le plus de cash dans sur la claire. Ben ouais, c'est le cave, obviously. Puis à un moment donné, il faut vivre aussi. Puis à un moment donné, il faut vivre, mais tu sais, puis là, il y a ça, il y a toutes ces données-là qui existent, t'sais. Mais comme, il arrive quand même le moment à la planche à dessin où moi, genre, je peux comme pas tant faire ça. Genre, comme, je suis pas rendu, peut-être que je vais le faire un jour. En fait, je suis même pas en train de dire que, genre, par principe, je ne ferai jamais ça. Puis ceux qui font ça, non, je comprends. Genre, en ce moment, je suis pas encore rendu au stade où je pourrais, comme, outright faire, you know what, je l'assume complètement. Là, tu sais, let's go get this guap, là, genre, puis comme, cette sauce-là, on la fait juste la refaire, man. Petit dosage différent d'épices, mais tu sais, on va fermer la gueule puis aimer ça, man. Puis... Ouais, mais ça serait peut-être le Ogden qui a un peu, pas abandonné, mais qui a fait comme, ok, là, avant de sortir du rap game, là, je vais aller chercher mon bread. Je vais aller faire la... Ça, c'est comme... Ben, c'est drôle parce que j'avais déjà dit ça à un de mes chums, tu sais, que comme dans les films de... Tu sais, comme dans les films de criminels qui veut se retirer du crime. Ouais, un gros évidemment, crime. C'est ça. Évidemment, il n'y a pas le choix de faire son dernier plus grand crime afin de pouvoir se retirer du crime, tu sais. Fait que là, je parlais de ça, j'étais comme, c'est fucked up parce que si un jour je veux me retirer du rap, j'ai pas le choix de faire comme mon plus grand shit, genre, tu sais. Puis là, tout de suite après, m'en aller. Je pense que je vais faire ça aussi. Je vais faire un dernier show de Check My Pipe, puis tout ça, puis là, de juste 1h30 de ça. Gros succès, puis bye. Je m'en vais avec le cash. C'est ça, exactement. Et comment vous avez vécu ça, vous autres, cette espèce de nouveau succès-là? Vous étiez un petit peu partout dans les médias, puis, tu sais, parce qu'il y a toujours eu quelque chose de relativement, on n'en a rien à chier là, dans votre attitude. Moi, je vous avais croisé à 125 Marianne. Là, je pense que c'est la première émission de 125 Marianne, puis vous faisiez les interludes musicales, puis tu sais, toi, tu faisais ton personnage de Robert Nelson, puis personne comprenait là. Tout le monde était comme on pensait qu'elle allait parler normal, mais finalement non. Puis personne catch le niveau. Puis je veux dire, Marc Labrèche était là à limite. Non, il catchait pas non plus. Personne catchait le niveau. Puis les tunes aussi, des fois, ils étaient pas nécessairement ok. Ils comprenaient pas vraiment ça, mais vous autres, vous assumiez ça complètement. Puis il y avait pas de. Je sentais qu'il y avait pas de genre, hey, on est à la télé, les gars, on se tient tranquille, on se met propre, puis là, on va l'avoir notre big break. Il y a toujours eu comme on en a rien à foutre. Puis là, maintenant, ça pogne, tu sais. Là, vous êtes invité à tout le monde en parle. Puis ça, y a-tu un switch là, il faut vraiment comme faire attention un petit peu plus ou... Non, je pense pas parce que justement, on a comme vu on a eu le temps de voir tous les rouages du métier, entre guillemets, avant que justement ça prenne peut-être un peu plus la courbe exponentielle, tu sais. Fait que je pense qu'on a toujours cultivé aussi un certain ultra-réalisme par rapport à ça parce que la réalité, puis ça, c'est ce que le monde peut-être se doute pas de ça, ou pourrait même, après qu'il m'a entendu dire ça, continue à penser le contraire, libre à eux, mais tu sais, le lendemain que tu passes à tout le monde en parle, il n'y a rien qui change. Non, complètement. Il n'y a rien qui change. Peut-être qu'à l'époque, il y avait. Il n'y a pas de genre des nouveaux appels qui n'arrivaient pas, puis des courriels qui arrivent, qui n'arrivaient pas. l'impact que ça avait quand même. Genre, moi, j'ai observé un impact réel dans, mettons, la perception de mes proches sur OK, t'es rendu vraiment un professionnel, admettons. Ça, c'est agréable du point de vue, admettons, de. Exact, c'est ça. Genre, tu sais, du point de vue de. Puis ça, c'est bien, d'une forme de. En effet, c'est des codes culturels, des codes sociaux, tu sais, qui signifient certaines choses. Mettons, pour mes parents, it means something. Obviously, par exemple. Ouais, je comprends. Puis, comme Guillaume Lepage, t'écoute. Ben, tu sais, exactement. Tu sais, t'as le vibe, tu sais. Mais, admettons, d'un point de vue de strictement de la réussite de la business, etc., pour être franc, tu sais, même le Félix, puis c'est pas une question de pas avoir de gratitude, puis de pas réaliser l'ampleur de la chose, puis de faire, oh, c'est normal. Trop pas ça. C'est plus de se dire, pour vrai, c'est des trucs comme ça qui font. Il n'y a pas de magic moment là, de blowing up. Genre, comme nous, moi, je l'ai vraiment pas vécu comme ça. Il y avait sûrement ça avant, tu sais, mais là, on est à l'époque des réseaux sociaux. Puis c'est par cette porte-là là, que tu peux. Tu sais, j'imagine que vous, c'est ça que c'était comme. J'imagine que c'était ça le clip qui a circulé. Puis c'est plus là le in pour. Mais si, admettons, tu vois, ça avait été. Genre, si, admettons, ce que c'était avait été sur 4,99, mettons, là, puis que genre, il y avait eu cette réaction-là à ce moment-là, peut-être que je l'aurais eu ce feeling-là de genre. Comme du moment vraiment chirurgical de oh, clearly, le blow-up était là. Mais nous, de l'intérieur, on l'a vraiment vécu plus comme une montée constante et lente, plus que, admettons,
une montée constante et lente, puis à un moment donné, ça explose. Le plus de l'intérieur, on l'a plus vécu comme ça. Mais je comprends comment de l'extérieur, ça peut aussi avoir... Comme il y a un décalage de perception entre nous, comment on l'a vécu, puis comment le reste du monde l'a vécu aussi, tu sais. Hey, merci Ogden d'avoir participé à mon podcast. C'est déjà terminé, malheureusement. J'en ai un autre après. Je suis désolé, mais allez écouter l'album Le Sens des Paroles. C'est la meilleure manière, si tu l'as acheté le vinyle ou c'est de le télécharger. Le vinyle n'est pas encore sorti, peut-être un jour. Okay. Mais l'album... Comment qu'on fait pour vous donner de l'argent? C'est ça, allez vous voir en show, j'imagine? Ben, moi, ce que je vous conseille de faire, ma gang de mince, c'est si vous êtes capable, allez le downloader sur le Deep Web gratuitement. Puis aller donner l'argent à la Fondation Julie Keg à la place. Oh shit, ok, vous êtes. Fait que, ok, c'est bon. J'apprécie ça. C'est bon. On finit là-dessus, man. Merci, mon gars. C'est à toi, un plaisir. Très, très apprécié. Bye. Merci pour l'invitation. À la prochaine. Peace.